Un nouveau article scientifique vient de révéler une découverte glaçante sur le visiteur interstellaire Triette Atlas. À exactement 2,1 unités astronomiques de notre Soleil, Triette Atlas a commencé à libérer du cyanure d'hydrogène, un gaz mortel invisible. Les experts parlent d'exhalaison gazeuse. Mais voilà ce qu'ils omettent de préciser. Les comètes ne retiennent pas leur souffle pour ensuite cracher du poison à une distance calculée. Pourtant, Atlas a fait précisément cela. Au moment où cela se produisait, la sonde principale de la NASA pour traquer les astéroïdes est tombée en panne, avec ses données essentielles issues du survol le plus rapproché qui ont mystérieusement disparu des archives publiques. Simple hasard ou dissimulation? Ce soir, nous dévoilons ce que cette panne était censée cacher. Restez avec nous jusqu'au bout, car la vérité éclate aujourd'hui. Si ces énigmes vous fascinent autant qu'à moi, likez et abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. Alors que cette affaire évolue, commentez pour nous dire d'où vous nous regardez, quelle heure il est chez vous, et si vous croyez qu'on nous livre toute la vérité sur ces trouvailles, ou seulement la version qu'ils souhaitent nous imposer. Et pour aider à diffuser l'info, partagez cette vidéo sur X, Facebook, Reddit, ou même dans vos discussions privées. C'est vous qui propulsez la quête de vérité. Merci d'être à nos côtés. Première partie, l'interrupteur toxique. Imaginez la scène. Vous êtes astronome, scrutant le ciel nocturne, suivant ce que vous prenez pour un simple bloc de glace et de pierre venu des confins de notre système solaire. Puis un matin, des données vous fichent sur place. L'objet que vous observiez, ce vagabond silencieux de l'espace depuis des années, se met soudain à éjecter un nuage moléculaire de cyanure d'hydrogène dans le vide. Pas par palier, pas de façon prévisible, mais d'un coup sec, comme si on avait actionné un commutateur. Ce n'est pas de la pure invention. C'est de la science avérée. Le 14 septembre 2025, le télescope James Clerk Maxwell a capté l'émission de cyanure d'hydrogène provenant de Triette Atlas, à une distance de 2,13 unités astronomiques du Soleil. La détection a franchi le seuil de confiance de 5 sigma, ce qui signifie que les risques d'un faux positif sont inférieurs à 1 sur 1 million. Le taux de production s'élève à 4,0 plus ou moins 1,7 fois 10-25 molécules par seconde. Pas d'erreur là-dedans. On parle de quadrillons et quadrillons de molécules de cyanure jaillissant de cet objet à chaque seconde. Avant que vous ne pensiez que je cherche juste à vous effrayer, laissez-moi vous décrire ce qu'est vraiment le cyanure d'hydrogène. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est le composé qui confère aux graines certaines leur odeur d'amande amère. Le gaz employé dans les chapitres les plus sombres de l'histoire pour la guerre chimique. Dans votre organisme, il entrave la respiration cellulaire au niveau moléculaire. Vous étouffez de l'intérieur, même en respirant normalement. Mais attention, le cyanure d'hydrogène est aussi tout à fait naturel dans les comètes. Nombre d'entre elles en renferment, emprisonnées dans leur cœur gelé, libérées peu à peu au fur et à mesure qu'elles se réchauffent en s'approchant du Soleil. Donc, le détecter n'est pas forcément alarmant en soi. Ce qu'il est, c'est le moment et la manière. Regardez la chronologie. Les astronomes ont scruté Triette Atlas tout au long d'août 2025, quand il était plus éloigné du Soleil, plus froid, censé être moins actif. Le télescope James Clerk Maxwell a braqué son antenne sur Atlas à plusieurs reprises ces semaines-là. Ils ont traqué spécifiquement l'émission de cyanure d'hydrogène, avec les mêmes fréquences, les mêmes techniques de détection, et ils n'ont rien repéré. Pas le moindre souffle, pas une seule molécule. Les spectres sont revenus plats, vides, muets. Puis arrive mi-septembre. Atlas s'est un peu rapproché, à 2,1 unités astronomiques. Le télescope observe à nouveau, avec les mêmes protocoles. Et voilà que la signature du cyanure d'hydrogène surgit en flambée. Pas une hausse progressive, pas une tendance de réchauffement lent, mais une mise en route brutale. Réfléchissez à ce que ça implique. Imaginez que vous surveillez un volcan endormi. Pendant des mois, il reste froid et calme. Les instruments ne captent aucune anomalie thermique, aucune émission gazeuse, aucune secousse sismique. Puis un jour, sans aucun signe avant-coureur habituel comme le déplacement de magma ou la tension crustale, il entre en éruption. Vous vous demanderiez ce qui l'a déclenché, non? Vous soupçonneriez un événement inhabituel en profondeur, un mécanisme inconnu. C'est pile notre situation avec Atlas. Les comètes ordinaires libèrent leurs composés volatiles de façon graduelle à mesure que la chaleur solaire s'intensifie. La vapeur d'eau surgit en premier, suivie du monoxyde de carbone, puis d'autres substances dans une séquence prévisible liée à leur température de sublimation. Atlas a ignoré ce scénario tout entier. Il est passé d'un état totalement inactif à une émission active d'un des composés les plus toxiques de la chimie. Et cela à une distance où la plupart des comètes ne font que s'éveiller à peine. Je vous invite à envisager une hypothèse qui paraît folle au premier abord, mais qui prend tout son sens à la réflexion.
Et si Trié Atlas n'était pas un simple corps glacé passif voguant au hasard dans l'espace? Et si c'était une sonde en sommeil, conçue par une entité ou une intelligence, programmée pour s'activer à une distance précise de notre étoile? Et si cette émission de cyanure d'hydrogène n'était pas une sublimation aléatoire, mais un signal délibéré? Et si ce n'était pas une simple éruption gazeuse, ou peut-être même la signature d'échappement des systèmes internes qui s'activaient? Je sais à quel point ça paraît invraisemblable. Je sais que la réaction instinctive est de balayer ça comme une théorie du complot, mais suivez-moi un instant, car au cours de la prochaine heure, je vais vous guider à travers une chaîne d'événements, d'irrégularités et de dissimulations qui, une fois réunies, esquissent un tableau bien plus étrange et inquiétant qu'une banale comète. Nous allons scruter pourquoi la sonde Psyché de la NASA est entrée dans un blackout mystérieux pile au moment où elle aurait dû saisir les meilleures photos d'Atlas. Nous allons explorer l'énigme de la queue disparue, où Atlas exhibait une anti-queue dirigée vers le Soleil, contredisant les lois physiques élémentaires. Nous allons creuser les raisons pour lesquelles l'Agence spatiale européenne retient les données spectrales de ses orbiteurs martiens, ne diffusant que des images basse résolution tout en prétendant qu'il faudra des mois pour analyser ce qui devrait être des observations évidentes. Et nous allons juxtaposer Atlas avec une comète ordinaire, la comète Swan, pour vous montrer précisément à quel point Atlas est anormal. À la fin, vous saisirez pourquoi certains chercheurs posent en sous-main des interrogations que la plupart des scientifiques évitent d'aborder ouvertement. Des questions sur des objets artificiels, sur des intentions cachées, sur le fait que l'humanité soit progressivement préparée à une révélation pour laquelle nous ne sommes pas prêts. Mais d'abord, il faut reconstituer ce qui s'est passé durant la semaine muette. Car pendant qu'Atlas déployait son nuage toxique, quelque chose d'extrêmement curieux se déroulait avec nos sondes. Quelque chose qui laisse penser que quelqu'un ne souhaite pas que nous examinions cet objet de trop près. Et c'est là que notre enquête démarre vraiment. Deuxième partie, la semaine silencieuse. Psyché s'éteint. La sonde Psyché de la NASA a décollé en octobre 2023 pour une mission principale qui semble assez directe. Se rendre jusqu'à l'astéroïde riche en métaux Psyché, qui orbite entre Mars et Jupiter, et en étudier la composition pour mieux comprendre les noyaux planétaires. C'est en gros une mission de prospection minière, équipée d'imagerie multispectrale, d'un magnétomètre et d'un spectromètre à rayons gamma. Mais voilà ce qui rend Psyché pertinente pour notre récit. Sa trajectoire et ses instruments lui permettent d'observer d'autres objets dans le système solaire interne. Elle n'est pas conçue pour chasser astéroïdes ou comètes, mais si un élément intrigant passe dans son champ de vision pendant sa phase de croisière, Psyché est tout à fait capable de le filmer. Et début septembre 2025, un élément particulièrement captivant allait traverser son champ de vision. 3E Atlas atteignait son point d'approche le plus proche de la position de Psyché autour des 3 et 4 septembre. La configuration était presque idéale. Atlas serait assez lumineux, assez proche, et placé de manière à ce que les images de Psyché puissent fournir des observations détaillées, potentiellement révélant des traits de surface ou des structures de chevelure que les télescopes terrestres ne pouvaient pas discerner. C'était la fenêtre idéale. C'était le moment où nous aurions dû obtenir nos vues les plus nettes d'Atlas depuis une sonde, mais ce n'est pas arrivé. À la place, nous avons eu le néant. La mission Psyché entretient une archive de données publiques où les images traitées sont mises en ligne de façon régulière. Les chercheurs, journalistes et passionnés de l'espace peuvent y fouiller, suivant l'itinéraire de la sonde et ses divers tests techniques. Si vous parcourez cette archive avec attention, en vérifiant les horodatages des fichiers d'images, vous repérerez une anomalie. Il y a un vide. Du 1er au 7 septembre 2025, l'archive n'affiche aucune image. 0. Pas une seule observation enregistrée, pas de cadre de calibration, pas de cliché de test technique, rien du tout. La sonde est restée effectivement muette pendant une semaine entière, encadrant précisément la période où Atlas était au plus près. Avant que vous ne tiriez des conclusions hâtives, permettez-moi d'évoquer les explications banales. Les sondes ne fonctionnent pas en continu. Elles prévoient des arrêts programmés pour réinitialiser les instruments, uploader des logiciels, relayer la télémétrie quand les antennes du réseau profond spatial sont orientées ailleurs. Parfois, les sondes passent en mode sécurisé si un bug informatique survient, coupant les systèmes non essentiels jusqu'à ce que les contrôleurs au sol diagnostiquent le souci. Parfois, les données sont retardées dans le traitement, et les images prises sur une certaine période ne surgissent dans l'archive publique que des semaines plus tard, après calibration et contrôle de qualité. Ce sont tous des rouages normaux des opérations spatiales. Mais le hic, c'est que la NASA n'a rien expliqué sur ce vide. Pas de communiqué officiel indiquant que Psyché a subi une réinitialisation d'instruments planifiés à ce moment-là, ou que nous avons eu un problème de télémétrie et que les données de début septembre sont encore en cours de traitement. Juste un silence sur ce silence. J'ai contacté les canaux disponibles. J'ai vérifié les mises à jour du statut de mission. J'ai passé au peigne fin les communications publiques de la NASA. Rien n'aborde ce vide précis.
Comme si tous ceux impliqués dans Psyché avaient décidé, de manière indépendante et synchrone, que la première semaine de septembre ne méritait pas d'être consignée, ou que la consigner était trop délicat pour une diffusion publique. Réfléchissez à ce que ça sous-entend. Si le vide est vraiment un occidental, il s'agissait simplement d'une malheureuse coïncidence due à une maintenance de routine qui a coïncidé avec l'approche la plus proche d'Atlas, on pourrait s'attendre à une franchise totale. On pourrait imaginer la NASA déclarer « Oui, nous étions hors service à ce moment-là ». Voilà l'explication. Malheureusement, nous avons raté l'observation d'Atlas, mais voici ce que nous mettons en place à la place. Le fait qu'il n'y ait aucune justification fournie laisse penser soit à une négligence tellement grave qu'elle frise l'incompétence, soit à une dissimulation intentionnelle d'informations qui ont révélé quelque chose que la NASA ne souhaite pas encore révéler au grand public. Examinons le calendrier avec plus d'attention. Atlas active soudain ses émissions de cyanure d'hydrogène le 14 septembre, seulement 10 jours après cette période obscure de panne. Pendant cette fenêtre d'indisponibilité, Atlas était suffisamment proche pour permettre des images détaillées prises par la sonde. Une fois la panne terminée, Atlas s'éloigne et entame sa métamorphose chimique. On dirait presque que quelqu'un a veillé à ce qu'aucune photo haute résolution n'existe de cette phase cruciale de transition. Les moments où Atlas pouvait être en train de se transformer, de s'activer, de montrer des signes extérieurs annonçant son explosion d'émission. Si Atlas est bel et bien artificiel, s'il possède des structures visibles, des ouvertures ou des mécanismes qui trahiraient sa vraie nature, ces éléments ne seraient peut-être perceptibles que lors d'observations rapprochées avec des instruments spatiaux de pointe. Les télescopes terrestres, même les plus imposants, ne voient en Atlas qu'un point flou. Psyché aurait pu changer la donne. Mais précisément pendant la période où cela aurait été possible, Psyché s'est tue. Permettez-moi d'esquisser un scénario hypothétique. Imaginons qu'Atlas ait commencé à présenter des anomalies structurelles fin août ou début septembre. Supposons que les clichés de Psyché aient capturé quelque chose d'inattendu. Des panneaux s'ouvrant, des jets de gaz jaillissant de points précis plutôt que de manière uniforme sur la surface. Des motifs géométriques incompatibles avec une fragmentation naturelle. Admettons que ces images aient été signalées sur le champ par des analyses automatisées ou par des scientifiques de la mission qui ont compris qu'ils observaient un phénomène exceptionnel. Que se passerait-il ensuite? La NASA diffuserait-elle ces photos aussitôt au public? Ou bien serait-elle classifiée, soumise à des vérifications de sécurité, partagées avec les agences de défense et de renseignement avant toute annonce officielle? Je n'affirme pas que cela s'est produit. Je dis simplement que l'absence dans les archives cadre parfaitement avec un tel événement. Et le mutisme total de la NASA sur les raisons de cette lacune ne renforce pas vraiment la crédibilité d'une explication anodine. Nous verrons ce schéma se répéter tout au long de notre enquête. Des trous dans les données, des publications retardées, des images basse résolution alors que des versions haute définition devraient exister. Des analyses spectrales qui traînent des mois au lieu de quelques semaines. C'est l'édifice d'un camouflage subtil, pas un mensonge éhonté, mais une gestion calculée du flux d'informations, garantissant que le public ne découvre que ce que les autorités jugent bon de nous révéler. Selon leur calendrier, dans leur narrative, et pendant que nous restons dans l'ignorance, Atlas poursuit sa trajectoire vers l'intérieur, son nuage de cyanure d'hydrogène s'étend. Et quoi qu'il fasse, quoi qu'il devienne, on nous empêche d'y voir clair. Mais la panne de Psyché n'est que le début. Ensuite, il faut aborder la queue d'Atlas, ou plutôt le mystère de l'endroit où se trouve cette queue, et pourquoi elle pointe parfois dans des directions qui contredisent tout ce que nous savons des comètes. Troisième partie, le mystère de la queue disparue. Les comètes devraient être basiques. Je veux dire, simples sur le plan conceptuel, même si la physique devient ardue. Il y a un noyau, une boule de neige sale faite de glace et de roches. À l'approche du Soleil, le rayonnement solaire réchauffe la surface. Les glaces se sublimant, passant directement de l'état solide à gazeux. Cet dégazage soulève des particules de poussière du noyau, formant un nuage luminescent appelé la chevelure. Puis le vent solaire, un flux de particules chargées éjectées par le Soleil à 1 million de miles à l'heure, repousse le gaz et la poussière loin du noyau. La pression de radiation du Soleil agit aussi sur la poussière. Le résultat est une queue qui pointe invariablement loin du Soleil. Peu importe la direction de voyage de la comète. La queue est dictée par l'influence solaire, pas par le mouvement de la comète. Voilà les rudiments de la physique cométaire, connus depuis les années 1600. Donc, quand la queue d'une comète pointe vers le Soleil, on sait qu'un truc bizarre se trame. Le télescope spatial Hubble a observé 3 atlas en août 2025, prenant des clichés qui auraient dû révéler une structure typique de chevelure et de queue. Au lieu de cela, les astronomes ont repéré quelque chose d'étrange. Atlas exhibait ce qu'on appelle une antiqueue, une extension étroite dirigée vers le Soleil au lieu de s'en éloigner. Les antiqueues ne sont pas totalement inédites.
Elles surgissent quand on observe une comète sous un angle géométrique précis, capturant la vue de grains de poussière dérivant dans le plan orbital de la comète, ce qui crée une illusion optique où une partie de la queue semble orientée vers le Soleil. C'est un effet de projection, un tour de perspective. Mais ces antiqueux sont habituellement pâles, minces, et facilement explicables une fois la géométrie calculée. L'antiqueux d'Atlas ne collait pas parfaitement à ce modèle. Elle était trop saillante. ENT, trop tenace, et la géométrie de la position d'observation terrestre ne l'expliquait pas entièrement. Les astronomes amateurs qui suivaient Atlas ont signalé des phénomènes encore plus étranges. Au lieu d'une traînée fluide et ininterrompue, ils ont observé de faibles bouffées de gaz sporadiques, des structures en forme de jets irréguliers jaillissant du noyau, et une chevelure qui s'illuminait et s'assombrissait de manière imprévisible. Certaines nuits, Atlas paraissait actif avec une queue ténue s'étirant derrière lui. D'autres nuits, à la même distance du Soleil, il semblait presque inerte, un simple point lumineux avec une chevelure minimale. Cette variabilité est inhabituelle. Une fois qu'une comète commence à dégazer activement, elle conserve généralement un niveau d'activité de base lié au chauffage solaire. On ne s'attend pas à ce qu'elle clignote comme une ampoule défectueuse, sauf si son noyau, sa rotation ou sa structure interne présentent des anomalies extrêmes. Comparez cela à n'importe quelle comète ordinaire. Prenez la comète Swan, désignée officiellement C 2025 R2, qui est apparue plus tôt en 2025. Swan était impressionnante. Les télescopes au sol l'ont capturée avec une vaste chevelure brillante et une queue classique s'éloignant du Soleil. Les astrophotographes amateurs ont partagé des photos révélant des motifs complexes dans la chevelure, des enveloppes de gaz et de poussière pulsant vers l'extérieur, tandis que le noyau tournait et exposait de la glace fraîche à la lumière solaire. Swan se comportait précisément comme la physique cométaire le prévoit, éclatante, dynamique, stable, magnifique. À l'inverse, Atlas est faible, capricieux et résiste à une classification simple. Si vous juxtaposiez leurs images, vous ne devineriez pas qu'elles appartiennent à la même catégorie d'objets. L'une ressemble à une comète authentique. L'autre évoque quelque chose qui imite une comète sans en maîtriser parfaitement l'apparence. Alors, qu'est-ce qui justifie le comportement étrange de la queue d'Atlas? Examinons d'abord les explications classiques. La fragmentation en est une. Si le noyau d'Atlas se désintègre, des fragments de glace se détachant du corps principal pourraient générer un dégazage irrégulier, car il se réchauffe à des vitesses différentes. Les événements de fragmentation produisent souvent des nuages de poussière et des jets qui illuminent temporairement une comète avant qu'elle ne s'estompe. Mais la fragmentation laisse habituellement des traces visibles. Plusieurs noyaux, des nuages de débris en expansion, des hausses spectaculaires de luminosité suivies d'un déclin. Atlas n'affiche pas de signes évidents de désintégration. Une autre hypothèse concerne la rotation de la comète. Si Atlas tourne avec des évents actifs concentrés sur certaines zones de sa surface, nous verrions des variations de brillance alors que ces évents entrent et sortent de la lumière solaire. Cela pourrait justifier le scintillement, mais pas facilement la queue antisolaire. Des jets liés à la rotation seraient toujours repoussés loin du Soleil par le vent solaire et la pression de radiation. Ils pourraient former des queues asymétriques, courbes, voire spiralées, mais pas une queue orientée vers le Soleil. Les grains de poussière chargés interagissant avec le champ magnétique solaire représentent un autre mécanisme possible. Si Atlas émet des particules inhabituellement chargées, des forces électromagnétiques pourraient déplacer une partie du matériau dans des directions inattendues, contrecarrant temporairement la pression de radiation. C'est exotique, mais pas inconcevable. Les comètes sont des environnements électriquement dynamiques. Le vent solaire est un plasma. Des particules ionisées transportant des courants électriques. Des champs magnétiques qui se tordent et se reconnectent. Dans ce milieu chaotique, des phénomènes bizarres peuvent survenir. Pourtant, cette idée suppose encore qu'Atlas soit chimiquement atypique, produisant de la poussière ou du gaz aux propriétés différentes de celles des comètes normales. Ce qui nous ramène à la question essentielle. Pourquoi Atlas est-il si singulier? C'est ici que l'on entre dans le domaine de la conjecture, mais une conjecture ancrée dans les anomalies constatées. Et si la queue d'Atlas n'était pas entièrement naturelle? Et si des émissions dirigées intervenaient? Des évents ou des tuyères libérant du gaz sous des angles précis, générant une poussée qui modifie la configuration habituelle de la queue. Imaginez un vaisseau spatial activant ses propulseurs de contrôle d'attitude. L'échappement ne s'écoule pas selon le vent solaire. Il suit la direction du propulseur. Si Atlas possède quoi que ce soit ressemblant à une propulsion, même des jets de gaz rudimentaires pour l'orientation ou la correction de trajectoire, ces émissions créeraient des panaches visibles qui défieraient la physique cométaire classique. Ils pourraient expliquer les bouffées erratiques, les illuminations sporadiques, les structures en queue antisolaire qui laissent les astronomes perplexes. Je n'affirme pas que c'est le cas.
Je dis que c'est une hypothèse qui colle mieux aux observations que les explications traditionnelles que j'ai vues. Et voici la vérité dérangeante. Si Atlas est artificiel, s'il manœuvre, s'il contrôle activement ses émissions de gaz pour des motifs que nous ignorons, alors nous n'avons pas affaire à un objet passif que l'on peut prévoir et négliger en toute sécurité. Nous faisons face à une entité dotée d'initiative qui pourrait réagir à son environnement, qui a peut-être déclenché son nuage de cyanure d'hydrogène au moment et à l'endroit de son choix. Cela bouleverse tout. Cela élève Atlas du statut de curiosité à celui de menace potentielle. Mais pour saisir cela, pour comprendre toute l'ampleur de cette menace, il convient d'examiner les organismes chargés de l'enquêter et de se demander pourquoi ils entravent le processus plutôt que de l'avancer. Cela nous amène à l'Agence spatiale européenne et à sa gestion pour le moins singulière des données relatives au survol de Mars par la comète. Quatrième partie, le verrouillage ESS, le jeu des retards dans la publication. Au début d'octobre 2025, 3.2 Atlas a réalisé un survol rapproché de Mars, passant à environ 5 millions de miles de la planète rouge. C'était une occasion en or pour des observations. L'Agence spatiale européenne gère 2 sondes avancées en orbite martienne, l'ExoMars Trace Gas Orbité et Mars Express, toutes 2 dotées d'instruments aptes à analyser les gaz atmosphériques et à imager des objets lointains. À l'approche d'Atlas, l'ESA a annoncé qu'elle tenterait des relevés, en enregistrant des images et des spectres pour décrire la composition et l'activité de la comète. Il s'agissait d'une recherche scientifique authentique. Atlas se trouvait plus près de ces sondes que de tout télescope terrestre, ce qui pouvait dévoiler des éléments invisibles depuis notre planète. L'ESA a orienté ses engins, dirigé ses capteurs et rassemblé les informations. Puis a commencé l'attente. Le 7 octobre 2025, l'ESA a diffusé des premières images présentant Atlas comme un point minuscule sur fond d'étoiles, prises par le Trace Gas Orbité depuis près de 30 millions de kilomètres. Ces clichés ont été salués comme une prouesse technique. Regardez, nous avons aperçu le visiteur interstellaire depuis l'orbite de Mars. Preuve que nos outils fonctionnent, preuve que la collaboration internationale en sciences spatiales porte ses fruits. Les communiqués étaient enthousiastes, mais aussi curieusement imprécis sur les détails. Les photos montraient la position d'Atlas, son déplacement dans le ciel et une faible chevelure. Pourtant, elles restaient de faible résolution, floues, presque enfantines dans leur simplicité. Des observateurs ont plaisanté en les comparant à des graphismes de Space Invaders, des taches pixelisées sur un arrière-plan noir. Pour une agence qui produit habituellement des images haute définition époustouflantes de la surface martienne, des phénomènes atmosphériques ou des lunes de Mars, ces vues d'Atlas paraissaient étrangement basiques. Plus crucial encore, l'ESA a indiqué que les données spectroscopiques, les mesures des gaz émis par Atlas, des molécules présentes, des ratios isotopiques, toutes ces informations précieuses pour éclairer l'origine et la nature de la comète, nécessiteraient des mois d'analyse avant d'être rendues publiques. Des mois entiers. Or, la spectroscopie est en théorie une procédure simple. On oriente un spectromètre vers un objet, on capte les photons, on étudie les longueurs d'onde, on repère les lignes d'absorption ou d'émission liées à des molécules connues. Ce n'est pas de la recherche de pointe demandant des années de modélisation. C'est de l'astronomie observationnelle courante. Même avec des calibrages requis, même en prenant un soin extrême, quelques semaines devraient amplement suffire, pas des mois. Alors, d'où vient ce retard? Réfléchissons à ce que ces données spectrales pourraient révéler. Nous savons déjà qu'Atlas libère du cyanure d'hydrogène en quantité massive. Mais quoi d'autre émet-il? Y a-t-il d'autres molécules inhabituelles, des composés qui ne correspondent à aucun profil habituel? Les ratios isotopiques sont-ils anormaux, indiquant un matériau formé dans des conditions différentes de celles de notre système solaire ou de l'espace interstellaire attendu? Existe-t-il des traces de composés artificiels, des molécules non naturelles? La spectroscopie pourrait répondre à ces interrogations. Et ce sont précisément ces questions que l'ESA semble vouloir éviter de trancher à la hâte. En repoussant la publication, elle maîtrise le discours. Elle s'assure que, lorsque les données seront enfin accessibles, elles auront été minutieusement examinées, mises en contexte, formulées pour atténuer toute inquiétude et souligner la prudence scientifique. Rien ici ne démontre une dissimulation, mais tout s'aligne sur une pratique institutionnelle de filtrage. Comparons la réaction de l'ESA face à Atlas avec sa gestion d'autres découvertes récentes. Quand Mars Express a détecté des panaches de méthane dans l'atmosphère martienne, les données ont été publiées en quelques semaines, déclenchant un débat scientifique animé sur des origines biologiques ou géologiques. Quand le Trace Gas Orbité a cartographié la vapeur d'eau dans l'atmosphère de Mars, les résultats ont suivi rapidement. Ces avancées étaient passionnantes, mais inoffensives. Elles ne remettaient pas en cause les bases de ce qui est possible dans notre système solaire. Atlas, si. Un objet interstellaire actif, émettant des gaz toxiques près de l'orbite terrestre, est sans précédent.
S'il présente des signes d'origine artificielle, si sa composition défie les processus naturels, les conséquences seraient immenses. Et c'est peut-être la raison pour laquelle l'ESA procède avec lenteur, en distillant l'information au compte-gouttes, en guettant les réactions du public et des scientifiques avant d'en dire plus. Il y a aussi la question de la coordination. L'ESA n'opère pas seule. Elle partage ses données avec la NASA, d'autres agences spatiales, les services de défense et de renseignement. Si Atlas est vraiment exceptionnel, si les observations des sondes ont mis au jour quelque chose d'extraordinaire, ces renseignements ne resteraient pas cantonnés à la direction scientifique de l'ESA. Ils seraient escaladés, classifiés, débattus au plus haut niveau. Les scientifiques qui décortiquent ces données pourraient se voir intimer l'ordre de prendre leur temps, de tout vérifier 2 fois, de veiller à ce qu'aucune conclusion hâtive ne s'ébruite, non pas parce qu'ils trempent dans un complot, mais parce que les institutions optent instinctivement pour la prudence face à des infos susceptibles de semer la panique ou de perturber l'équilibre géopolitique. Et ne vous y trompez pas, une confirmation qu'Atlas est artificielle serait déstabilisante à l'extrême. Elle soulèverait instantanément une avalanche de questions. Qui l'a construit? Pourquoi est-il là? À quoi sert-il? Représente-t-il un danger? Y en a-t-il d'autres? Ces interrogations exigeraient des réponses des gouvernements, des armées, des organisations internationales, toutes prises au dépourvu pour y faire face. Du coup, l'ESA garde les données sous le coude. Ils balancent de jolies images qui n'ont rien de polémique. Ils jurent que l'analyse approfondie arrive. Patience, s'il vous plaît. La science, ça prend du temps. Et pendant ce temps, Atlas poursuit sa route vers l'intérieur, se rapprochant du Soleil, de la Terre, sans que quiconque ayant accès aux infos les plus fiables nous dise ce qu'il observe vraiment. Mais on n'est pas totalement dans le noir. On peut comparer Atlas à d'autres objets célestes. On peut s'appuyer sur les observations disponibles pour monter un dossier solide. Et l'un des arguments les plus accablants surgit d'une question toute simple. Si Atlas n'était vraiment qu'une comète, comment son comportement se mesurerait-il à celui d'une vraie comète repérée à la même époque? Cette comparaison est accablante. Mais avant d'y plonger, examinons une hypothèse encore plus sinistre. Et si le nuage de cyanure d'hydrogène d'Atlas n'était pas juste une émission? Et s'il s'agissait d'une arme? Partie 5, l'hypothèse du cyanure wéaponisé. Parlons un peu des nuages toxiques dans l'espace. Ça évoque la science-fiction, le scénario d'un film à la con où des aliens maléfiques gazent la Terre depuis l'orbite. Mais la physique est bien réelle, et il vaut mieux la comprendre avant de balayer ce scénario comme farfelu. Atlas produit actuellement du cyanure d'hydrogène à un rythme d'environ 4 astérisques dixième molécule S. Un chiffre ahurissant, mais mettons-le en perspective. Si on accumulait cette production pendant 1 heure, on obtiendrait assez de cyanure d'hydrogène gazeux pour remplir plusieurs piscines olympiques. Sur des jours, des semaines, des mois, le nuage cumulé deviendrait gigantesque. Mais l'espace est vaste lui aussi, et les gaz se diluent vite dans le vide. Au moment où ce nuage s'étale, sa densité chute de façon spectaculaire. La loi de l'inverse du carré est impitoyable. Doublez la distance, et la concentration tombe à 1/4. Triplez-la, et c'est 1/9. Quand un nuage issu d'Atlas atteindrait la Terre, il serait si diffus qu'on peinerait à le détecter, sans parler d'effets toxiques. Donc, le nuage de cyanure d'hydrogène d'Atlas en soi ne menace pas directement la vie sur Terre. L'atmosphère offre une barrière colossale. Même si un panache dense parvenait jusqu'à nous, il s'embraserait dans la haute atmosphère, se décomposerait en atomes inoffensifs et n'atteindrait jamais la surface en niveau dangereux. Il faudrait une libération ciblée et prolongée pile sur la trajectoire orbitale terrestre, couplée à une malchance phénoménale dans les dynamiques d'entrée atmosphérique, pour générer une toxicité au sol. Ça ne se produit pas de manière naturelle. Mais, et c'est la question clé, pourrait-ce arriver de façon artificielle? Atlas, s'il s'agit bel et bien d'un objet conçu, pourrait-il ajuster sa trajectoire et ses rejets pour livrer un nuage toxique concentré à une cible précise? C'est là qu'on entre dans le domaine spéculatif, mais pas invraisemblable. Imaginez qu'Atlas dispose d'un système de propulsion discret, peut-être en utilisant ses dégazages comme propergol. De légères corrections de trajectoire, indétectables depuis la Terre car on s'attend à des orbites cométaires dictées par la gravité, pourraient le placer de façon à ce que son périhélie, son point le plus proche du Soleil, le mette droit sur la voie orbitale de la Terre. Puis, au moment idéal, il libère une salve concentrée de cyanure d'hydrogène, non pas uniformément partout, mais de manière dirigée via une tuyère ou un orifice pointé vers la position prévue de la Terre. Le nuage s'étend, mais il le fait le long d'une trajectoire calculée pour croiser l'orbite terrestre exactement quand la planète y passe. De la mécanique orbitale alliée à la guerre chimique. En théorie, possible, oui. En pratique, ça dépend des aptitudes d'Atlas, qu'on ignore. Regardons les exigences techniques. D'abord,
la propulsion. Atlas devrait pouvoir modifier sa vitesse, ne serait-ce que légèrement. Des jets de gaz feraient l'affaire. Libérez un matériau volatile de façon asymétrique et vous créez une poussée. C'est précisément ainsi que certains vaisseaux spatiaux gèrent leur orientation avec de petits propulseurs qui évacuent du gaz. Si Atlas renferme des réservoirs internes et des évents contrôlables, il pourrait corriger sa route. Ensuite, le ciblage. Atlas devrait localiser la Terre, anticiper sa position future et calculer des trajectoires d'interception. Ça impliquerait des capteurs, des ordis, des éphémérides, rien d'insurmontable pour une civilisation spatiale. Troisièmement, le timing. La libération de cyanure d'hydrogène devrait se déclencher à l'instant précis où Atlas est aligné pour que l'expansion du nuage l'orbite d'Atlas croise celle de la Terre au moment précis. Encore une fois, il s'agit de simples calculs orbitaux, un domaine tout à fait accessible. Voici maintenant une idée troublante. L'activation brutale des rejets de cyanure d'hydrogène à 2,1 unités astronomiques ne serait peut-être pas un hasard. Cela pourrait être un essai, une vérification des systèmes, pour s'assurer que les mécanismes internes fonctionnent, que les voies chimiques opèrent correctement, que les réservoirs de stockage n'ont pas fui ou se sont dégradés au fil de siècles ou de millénaires en équipage interstellaire. Vous allumez la sonde, vous contrôlez les émissions, vous observez la dispersion du nuage, vous vérifiez si les observateurs au sol le repèrent, vous notez leurs réactions. Puis vous poursuivez vers l'intérieur, en collectant des infos, en affinant la visée, en attendant la fenêtre idéale de largage plus près du périhélie. C'est ainsi que vous concevriez un système de reconnaissance et de livraison. Vous intégreriez des redondances, des étapes de validation, des sécurités anti-panne. L'émission de septembre pourrait précisément être cela, un test pré-déploiement. Et si c'est le cas, les conséquences sont glaçantes. Nous n'affrontons pas une menace passive, un objet stupide qui pourrait nous menacer par pur hasard. Nous faisons face à une menace active, capable de s'adapter à son entourage, de suivre une séquence programmée, d'avoir des buts que nous ne pouvons qu'imaginer. L'analogie avec un silencieux mérite réflexion. Si Atlas abrite un puissant moteur interne, générant de l'énergie pour la propulsion ou les communications, ce moteur produirait des gaz d'échappement. Le cyanure d'hydrogène pourrait en être un sous-produit, une trace chimique d'une technologie en marche à l'intérieur. Tout comme les fumées d'une voiture trahissent le processus de combustion, les rejets d'Atlas pourraient signaler une activité interne. Et si le moteur vient de démarrer, si les systèmes se sont juste lancés, les gaz apparaîtraient soudainement, comme nous l'avons vu. Ce n'est pas une preuve, mais un cadre qui rend les observations plus cohérentes que la physique naturelle des comètes. Le pire scénario temporel se présente ainsi. Atlas est entré dans notre système solaire en mode dormant. Une sonde en veille, économisant l'énergie, limitant les émissions, se faisant passer pour un simple rocher interstellaire inerte. En approchant le Soleil, ces systèmes internes ont surveillé le rayonnement solaire, la distance, la trajectoire. À un seuil programmé, autour de 2,1 unités astronomiques, les protocoles d'activation se sont déclenchés, les systèmes se sont mis en route, les réservoirs chimiques se sont ouverts, le cyanure d'hydrogène a été évacué, à la fois comme test et comme résidu d'allumage du moteur. Les observateurs terrestres ont détecté l'émission, ont noté l'anomalie, mais la science officielle l'a classé en comportement cométaire naturel. Pendant ce temps, Atlas a continué sa route vers l'intérieur, ajustant sa trajectoire, se dirigeant vers le périhélie à environ 1,36 unités astronomiques, où la chaleur solaire serait maximale, où l'activité cométaire naturelle culminerait, offrant un camouflage idéal pour d'autres rejets. Et si la Terre se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, un nuage concentré croise notre orbite, et nous subissons une menace imprévue parce que nous l'avons balayé comme un simple passage de comète. Je tiens à être clair. Ce scénario repose sur des hypothèses. Il suppose qu'Atlas soit artificiel, qu'il possède des capacités non observées directement, une intention qu'on ne peut qu'inférer. Mais toute explication alternative, toute tentative d'insérer Atlas dans le cadre des comètes ordinaires, laisse des anomalies sans réponse. Le début soudain des émissions, l'anti-queue, les pannes des engins spatiaux, les retards de données. À un moment, l'accumulation d'irrégularités nous oblige à envisager des idées qu'on préférerait ignorer. Et cette hypothèse, celle d'un cyanure wéaponisé, colle au fait de manière alarmante. Mais il y a un tableau plus vaste. Un réseau de théories du complot et d'agendas cachés qui laisse penser qu'Atlas pourrait faire partie de quelque chose de bien plus étrange. Pour saisir cela, il faut aborder le projet Bluebeam. Partie 6, protocole de déclenchement Bluebeam. Il existe une théorie du complot si sophistiquée, si cinématographique, qu'elle captive même les sceptiques les plus endurcis, sinon qui la croient. Elle s'appelle Project Bluebeam. Et d'après ses défenseurs, c'est un plan secret des élites mondiales obscures pour simuler une invasion extraterrestre via une technologie holographique avancée,
des systèmes de projection par satellite et une manipulation électromagnétique. L'objectif, terroriser la population mondiale pour qu'elle accepte un gouvernement mondial unique. Abandonner la souveraineté nationale et adopter un contrôle autoritaire en échange d'une protection contre la menace extraterrestre fabriquée. C'est le faux drapeau ultime, un incendie cosmique truqué pour exploiter les peurs les plus profondes de l'humanité à des fins politiques. La plupart des chercheurs balaient Bluebeam comme une paranoïa infondée, un mélange de préoccupations légitimes sur la propagande gouvernementale et de clichés de science-fiction. Mais dans la communauté complotiste, Bluebeam est prise au sérieux, et il y a un protocole de détection spécifique que les adeptes surveillent. Le protocole se déroule ainsi. La science mainstream et les médias ont passé des décennies à dénigrer les observations d'OVNI, à se moquer des témoins oculaires, et à affirmer que les visites extraterrestres sont improbables, frôlant l'impossible. C'est impossible. Mais si ce récit s'inverse brusquement, si des sceptiques éminents commencent à reconnaître la présence extraterrestre, si les gouvernements avouent avoir surveillé des objets anormaux, ce revirement annonce l'activation du faisceau bleu. Cela signifie que la scène se prépare. Le public est conditionné en douceur. Les projecteurs holographiques s'allument. Lorsque l'invasion factice démarrera, les gens y croiront parce que leurs autorités de confiance leur ont affirmé que les aliens existent bel et bien. C'est de la programmation prédictive qui mène à l'exécution. Et une fois que vous savez guetter ce basculement, vous ne pouvez pas l'ignorer quand il se produit. Au cours des dernières années, on a observé exactement ce changement. Le gouvernement américain a déclassifié des vidéos d'OVNI. Des responsables du Pentagone ont témoigné devant le Congrès sur des phénomènes aériens non identifiés. Les médias grand public, qui se moquaient autrefois des passionnés d'OVNI, diffusent désormais des analyses sérieuses sur les rencontres militaires avec des engins inexpliqués. La NASA a lancé des programmes de recherche dédiés aux UAP. Le discours culturel sur les extraterrestres est passé d'une théorie conspirationniste marginale à une enquête sérieuse. Les fervents partisans du Bluebeam y voient une preuve irréfutable. La détente est actionnée. Et voilà qu'un objet interstellaire surgit, opportunément, avec un comportement étrange, émettant des gaz toxiques, résistant à toute explication simple. Atlas est-il le ballon d'essai? Est-ce le prélude? L'événement d'échauffement qui habitue le public à la phase suivante? Examinons cette hypothèse avec attention. Imaginons que le Bluebeam soit authentique. Ou du moins, supposons que des intérêts puissants cherchent à manipuler l'opinion publique face aux menaces extraterrestres. Atlas s'y prête à merveille. Il est concret. Il est repérable par des astronomes amateurs comme par des observatoires professionnels. On ne peut pas le falsifier facilement, car trop d'observateurs indépendants le suivent. Mais on peut dominer le récit qui l'entoure. On peut diffuser des données choisies, mettre l'accent sur certaines bizarreries tout en minimisant d'autres, et faire monter progressivement l'inquiétude collective. On commence par « ce n'est qu'une comète ». Puis, eh bien, elle libère des gaz inhabituels. Ensuite, son trajet ne colle pas à nos modélisations. Puis, on discerne des formes qui paraissent artificielles. Chaque découverte amplifie l'angoisse, prépare le terrain pour la suite. Finalement, quand arrive le moment de la grande révélation, qu'il s'agisse d'une invasion holographique montée de toutes pièces ou d'un contact authentique, le public est déjà à mi-chemin. Il a été éduqué à anticiper l'extraordinaire. La technologie pour le Bluebeam reste hypothétique, mais pas totalement farfelue. Des lasers basés sur satellites pourraient générer des spectacles atmosphériques visibles sur de vastes zones, surtout la nuit. Ajoutez des drones diffusant des images synchronisées, et vous pourriez imiter des escadrilles de vaisseaux spatiaux. Incorporez une manipulation des fréquences électromagnétiques, exploitant la vulnérabilité du cerveau humain à certaines longueurs d'onde, et vous pourriez provoquer des hallucinations collectives ou des phénomènes auditifs. Ajoutez le contrôle des médias, qui veillent à ce que les chaînes relaient le discours officiel, et vous obtenez une formule pour fabriquer une réalité artificielle. L'existence de cette technologie à l'échelle requise par le Bluebeam est discutable, mais ses composantes existent sans doute. La question est de savoir si quelqu'un possède la détermination et les moyens de la mettre en œuvre. C'est là qu'Atlas s'insère de façon troublante. Si l'on prépare une invasion, débuter avec un petit objet lointain est logique. C'est gérable. Ça n'effraie pas tout de suite la population. Ça permet aux autorités de réguler le rythme. On analyse les réactions au premier rapport d'anomalie. On évalue quelles histoires prennent sur les réseaux. On affine la tactique en fonction des retours immédiats. Atlas devient un essai en direct. Une opération psychologique chevronnée mêlant astronomie. Et comme il est réel, comme les télescopes le captent vraiment, les sceptiques ne peuvent pas le balayer comme une pure invention. Ils doivent se confronter aux faits, expliquer les oddités, affronter des scénarios qu'ils préfèrent esquiver. Pendant ce temps, le public observe, intègre,
et glisse peu à peu du déni vers une acceptation prudente de l'idée que quelque chose là-haut n'est pas ce qu'on imaginait. Les détracteurs du Blue Beam soulignent des failles rationnelles. Orchestrer une tromperie mondiale d'une telle ampleur exigerait une coordination sans précédent entre gouvernements, agences spatiales, armées et médias de dizaines de pays aux intérêts divergents. Des fuites seraient inévitables. Des lanceurs d'alerte surgiraient. L'opération s'effondrerait sous son propre poids, et ce sont des arguments solides. Mais envisagez une autre piste. Et si le Blue Beam n'était pas un complot ourdi en commun, mais une stratégie émergente? Et si divers acteurs, chacun pour ses propres motifs, convergeaient indépendamment vers la même approche, utilisant le récit de la menace alien pour justifier des budgets, dominer les foules ou détourner l'attention d'autres urgences? Pas besoin d'un cercle secret si les incitations structurelles orientent tout le monde dans la même direction. Dans ce cas, Atlas n'a pas à figurer dans un grand dessein. Il suffit qu'il serve d'opportunité, une crise pratique que divers acteurs peuvent exploiter. Je ne sais pas si le projet Blue Beam est réel. Je ne sais pas si Atlas en fait partie. Mais je discerne clairement le schéma qui se dessine. Je vois que l'histoire évolue. Et je sais qu'à partir du moment où des motifs surgissent, quand l'improbable paraît soudain inévitable, il est essentiel de se demander qui en tire profit. Revenons un instant sur un angle moins conspirationniste et examinons un autre phénomène. Un phénomène que les astronomes consignent discrètement depuis des années. Un phénomène qui laisse entendre qu'Atlas pourrait ne pas être une exception. Un phénomène qui pose une question basique mais glaçante. Et si les étoiles elles-mêmes n'étaient pas ce qu'elles paraissent? Partie 7. Le motif des étoiles qui s'évanouissent. Béatrice Villa-Hoel n'est pas une célébrité, mais ses travaux figurent parmi les apports les plus dérangeants en astronomie ces 10 dernières années. En s'appuyant sur des plaques photographiques historiques, ces négatifs sur verre capturés par les télescopes au XXe siècle et conservés dans des observatoires du monde entier, Verrot a entrepris de comparer d'anciennes cartographies célestes avec des relevés numériques actuels. Son objectif était clair. Repérer des objets visibles sur les clichés d'époque mais absents depuis. Elle a baptisé son initiative VASCO, pour Vanishing and Appearing Source During a Century of Observation. Ces découvertes auraient dû faire la une des journaux. En analysant les données US-NOBAR, elle a repéré environ 100 sources qui se manifestaient comme des étoiles ou des objets similaires dans les années 1950, sans équivalent dans les études récentes. Elle s'était tout bonnement effacée. Avant de nous ruer vers des théories extraterrestres, scrutons les justifications classiques. Les plaques photos sont capricieuses. Les émulsions se dégradent. Les impacts de rayons cosmiques génèrent des points illusoires. Les produits de révélation produisent des traces parasites. Des grains de poussière sur le verre imitent des astres. Les turbulences atmosphériques au moment de l'exposition peuvent créer des images fantômes inexistantes. Ces soucis sont valables, et l'équipe de Varel les a traités avec méthode. Ils ont éliminé les artefacts évidents, vérifiés sur plusieurs plaques issues d'observatoires variés, et se sont concentrés sur les cas où l'objet disparu se montrait de façon récurrente sur diverses prises. Le bilan? Un groupe restreint de disparitions impossibles attribuées à des fautes techniques ou chimiques. Ces entités étaient bien réelles dans les années 1950 et manquent bel et bien aujourd'hui. Alors, que leur est-il arrivé? L'astronomie officielle propose diverses pistes naturelles. Une supernova ratée pourrait illuminer brièvement une étoile jusqu'à la rendre visible avant qu'elle ne s'effondre dans l'ombre. Des reflets de lentilles dus à des astres brillants proches pourraient inventer des sources fictives. Une variabilité extrême des étoiles pourrait les rendre observables lors d'une époque et invisibles lors d'une autre. Des erreurs de calibration photométrique pourraient fausser la luminosité de galaxies en arrière-plan, les faisant passer pour des étoiles alors qu'elles sont trop pâles pour figurer dans les catalogues modernes à ce niveau de magnitude. Ces hypothèses expliquent nombre, voire la plupart, des candidats à la disparition stellaire. Mais Villay insiste sur un résidu persistant, des situations où aucune explication courante ne colle vraiment. C'est là que ça devient captivant. Imaginons, juste pour l'exercice, que certains de ces objets évanouis n'étaient pas des étoiles du tout. Imaginons qu'il s'agissait de sources lumineuses artificielles, des balises ou des sondes placées dans notre système solaire ou dans l'espace interstellaire proche, actives au milieu du XXe siècle pour des motifs obscurs, avant de s'éteindre ou de décamper. Comment les différencier des vraies étoiles? Les plaques photographiques offrent une résolution et une sensibilité limitées. Une source ponctuelle reste une source ponctuelle. Si une sonde cherchait à se fondre en étoile, en gardant une luminosité stable et sans se déplacer de façon notable par rapport au fond sur des échelles de temps humaines, elle tromperait les observateurs pendant des décennies sans peine. Puis, une fois sa tâche achevée ou son énergie épuisée, elle s'éteint. L'étoile s'évapore. Nous restons perplexes, à forger des raisons astrophysiques pour ce qui n'en était pas une dès l'origine. Cela lie Atlas de manière inquiétante.
Si Atlas est artificiel, s'il provient d'une intelligence non humaine, il n'est probablement ni le premier ni le seul. Des civilisations aptes à voyager entre les étoiles n'enverraient pas un éclaireur isolé. Elles déploieraient des escadres, des réseaux, des systèmes redondants. Certaines sondes resteraient passives, en orbite stable, à observer et à enregistrer. D'autres seraient actives, à s'approcher des étoiles, à prélever des échantillons d'atmosphère, à sonder des planètes. Sur des siècles ou des millénaires, leur activité fluctuerait. Certaines tomberaient en panne. D'autres boucleraient leur mission et se mettraient en veille. D'autres migreraient. Pour nous, les repérer relèverait du hasard et de la ténacité. Nous pourrions en apercevoir une fugacement, la classer comme une comète ou un astéroïde, puis la perdre de vue quand elle manœuvre ou s'assoupit. Ou nous pourrions la percevoir comme un objet étoilé faible, sans jamais soupçonner son origine artificielle avant qu'elle ne disparaisse. Les conséquences sont vertigineuses. Si ne serait-ce qu'une portion des étoiles évanouies de Villa-Royale sont des artefacts fabriqués, le système solaire et l'espace adjacent sont bien plus peuplés que nous l'avions cru. Nous ne sommes pas seuls dans l'immensité cosmique. Nous habitons un quartier, peut-être animé. Et nous avons ignoré cela car nos outils d'observation ne parviennent pas à différencier les sources ponctuelles naturelles de celles artificielles. Atlas pourrait faire partie de cette population cachée, une sonde parmi tant d'autres. Elle se distingue uniquement parce qu'elle s'est activée pile au moment où nos moyens de détection avaient progressé suffisamment pour repérer les irrégularités. Et si c'est le cas, l'activation brutale des émissions de cyanure d'hydrogène par Atlas ne prépare peut-être pas une offensive contre la Terre. Ça pourrait être un signal, une émission de communication destinée à d'autres sondes, un protocole de coordination que nous avons intercepté par hasard. Imaginez ce que cela implique. Nous écoutons à la dérobée une discussion que nous ne saisissons pas, entre des interlocuteurs invisibles, dans une langue que nous n'avons pas encore décryptée. Atlas libère du cyanure d'hydrogène. Nous y avons vu un nuage toxique. Mais si c'était un message codé dans des motifs d'émission moléculaire, lisible par les capteurs d'autres sondes disséminées dans le système? Et si la queue anti, les jets imprévisibles, le rythme des émissions formait un paquet de données, une transmission affirmant « j'ai atterri ». Système fonctionnel, en route vers le prochain jalon. On ne le percevrait pas comme une communication parce qu'on guette des ondes radio ou des impulsions laser, pas des panaches chimiques. Pourtant, une civilisation évoluée pourrait exploiter la chimie, la biologie ou des principes physiques que nous maîtrisons à peine. Il pourrait dissimuler des informations dans des canaux inattendus, en tirant parti d'éléments naturels que nous peinons à appréhender. Les étoiles qui s'évanouissent, l'émergence soudaine d'Atlas, ces comportements bizarres, tout pointe vers une couche cachée de la réalité qui opère juste au-delà de nos limites perceptives. Et si on commence seulement à s'en apercevoir, c'est que notre technologie a enfin rattrapé la discrétion de ce qui nous entoure. Mais un autre mécanisme de contrôle entre en jeu. Un qui nous empêche de creuser trop loin. Un qui limite qui peut s'aventurer dans ces ténèbres. Et il est inscrit dans les lois, appliquées par les États, et celles d'hommes remis en question par le grand public. Parlons de ceux qui ont le droit de converser avec les étoiles. Partie 8. La réglementation du silence radio. Vous pouvez écouter l'espace autant que vous voulez. Montez un radiotélescope dans votre jardin, pointez-le vers le ciel, balayez les fréquences et enregistrez tous les signaux que vous captez. C'est autorisé. Les gouvernements encouragent même l'astronomie radio-amateur. Les universités diffusent librement les données des observatoires pro. L'univers émet en permanence des pulsations rythmées comme des métronomes cosmiques, des quasars qui flambent sur des années-lumière, le fond diffus cosmologique qui vrombit à 3 Kelvin, vous pouvez tout capter. Mais si vous souhaitez émettre, si vous voulez lancer un message vers l'extérieur, là, c'est une autre paire de manches. Vous vous retrouvez soudain à slalomer entre un labyrinthe de règles, d'obligations de licence et de conventions tacites qui cantonnent les transmissions vers l'espace profond aux entités officielles approuvées par les États. Pourquoi? Si l'espace est vide, si personne n'écoute, qu'est-ce que ça change qui émet? L'Union internationale des télécommunications gère l'allocation mondiale du spectre radio. Il réserve des bandes pour les communications terrestres, les satellites, la navigation et l'astronomie radio. Certaines sont protégées, dédiées à l'écoute passive pour que les signaux naturels ne soient pas noyés par le bruit humain. Émettre là-dedans est interdit. Logique. On ne veut pas d'interférences qui sabotent les observations scientifiques, mais les limites vont plus loin. Les émissions puissantes, surtout celles dirigées au-delà de la Terre, exigent souvent des autorisations spéciales. Les règles nationales diffèrent, mais dans bien des pays, diffuser vers l'espace relève du droit des télécoms, du droit des communications militaires ou des deux. L'argument officiel tourne autour de la gestion du spectre et de la prévention des perturbations. L'argument sous-jacent, c'est le contrôle. Réfléchissons à la logique.
Si les autorités étaient vraiment convaincues qu'il n'y a pas d'intelligence extraterrestre ou qu'elles n'écoutent pas, il n'y aurait aucune raison de brider les émissions. Vous pouvez hurler dans le vide sans nuire à quiconque. Mais si elles soupçonnent le contraire, si une infime chance existe que quelqu'un dehors surveille, alors des transmissions anarchiques deviennent un danger. Et si un astronome amateur, avec son émetteur bricolé, envoie un message qui déclenche une réaction? Et si cette réaction est agressive ou mal interprétée comme telle, provoquant un incident interstellaire que les gouvernements ne sont pas prêts à gérer? Mieux vaut centraliser le droit d'émettre pour que tout contact passe par des voies officielles, sous supervision militaire et diplomatique. C'est l'explication pragmatique. L'explication paranoïaque est plus sombre. Les gouvernements revendiquent un monopole sur les communications parce qu'ils ont déjà noué des contacts ou s'y attendent, et ils ne veulent pas que des civils viennent compliquer les choses. Il y a des précédents historiques pour ces protocoles de silence radio. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les navires observaient un silence radio dans les zones contestées pour ne pas divulguer leur position à l'ennemi sous-marin. La même logique s'applique dans l'espace. Si des sondes hostiles rôdent là-haut, en train d'écouter, d'analyser et de localiser les sources d'émissions intelligentes, alors chaque signal que nous diffusons agit comme un phare, un repère pour les viser. Le mutisme est la clé de la survie. Pourtant, nous n'avons pas fait preuve de discrétion. L'humanité émet involontairement depuis plus d'un siècle. Radio, télé, radar. Tout cela fuit dans le cosmos, révélant notre existence. Toute intelligence voisine équipée de récepteurs sensibles sait que nous sommes là. Ainsi, l'idée d'un silence imposé s'effondre, à moins que le vrai enjeu ne soit pas de masquer notre présence, mais de réguler le contenu des messages délibérés. Imaginons un peu. Supposons que les gouvernements aient capté des signaux anormaux il y a des décennies. Des motifs discrets dans le bruit radio indiquant une origine artificielle. Supposons qu'ils aient réagi en catimini, en initiant prudemment un canal de communication secret avec ceux qui se trouvent là-bas. Et si ce dialogue se poursuivait encore, géré par des services classifiés, sur des fréquences inaccessibles au grand public? Dans ce cas, les transmissions civiles vers l'espace profond deviendraient un danger, car elles risqueraient de perturber des pourparlers fragiles ou de divulguer des infos que le public ignore. Ces règles ne visent pas la gestion du spectre. Elles protègent le secret. Et si Atlas faisait partie de ce réseau caché, une sonde envoyée par ceux avec qui nous dialoguons, alors son activation soudaine pourrait coïncider avec un message émis ou reçu. Un échange diplomatique passé de la parole aux actes. J'ai discuté avec un radioamateur qui pestait contre ces contraintes. Il avait monté un réseau d'antennes performant pour capter des signaux faibles venus des confins spatiaux. Il rêvait de mener ses propres expériences SETI, en guettant des motifs, et s'il dénichait quelque chose d'intrigant, il voulait y répondre. Mais en creusant les obligations légales pour émettre au-delà de la Terre, il a buté sur des obstacles. Les organismes de licence exigeaient des specs techniques précises, des motifs pour ces envois, et finissaient par le décourager. Le sous-entendu était limpide. Écouter, d'accord. Causer, interdit. Il y voyait la preuve que les autorités bloquent tout contact indépendant avec une possible intelligence extraterrestre. Et il n'a peut-être pas tort. Ces protocoles de silence ne nous protègent pas des aliens. Ils nous cachent le secret. Relions ça à Atlas. Si les émissions civiles sont bridées, si seuls les acteurs autorisés peuvent radiodiffuser vers l'espace, alors les signaux qu'Atlas capte, les protocoles qu'ils proviennent de sources officielles. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de ces réactions. Nous pourrions être des acteurs inconscients d'un échange piloté par des agences sans contrôle public. Et si ça dérape, si Atlas perçoit un signal comme une menace ou suit des ordres incompréhensibles, nous en subissons les retombées sans savoir ce qui les a déclenchés. La réglementation du silence radio nous garde dans l'ignorance. Et l'ignorance face à des risques existentiels est la posture la plus périlleuse. Mais cette ignorance pourrait être éphémère. Atlas s'approche de son périhélie, son point le plus proche du Soleil, et là, les événements pourraient s'emballer hors de tout contrôle. Partie 9. Sabotage solaire au périhélie. Le périhélie marque le pic d'influence solaire pour Atlas. Les prévisions orbitales actuelles situent son passage le plus serré à environ 1,36 unités astronomiques du Soleil, prévu fin novembre 2025. 1,36 EA, c'est rougli 127 millions de miles. Toujours en sécurité hors de l'orbite terrestre, mais dans la zone où le rayonnement solaire s'intensifie follement. Pour une comète ordinaire, le périhélie déclenche l'apogée de l'activité. Les glaces de surface se sublimant vite. La production de poussière explose. La chevelure s'élargit au maximum de luminosité. Les queues s'étirent sur des millions de miles. C'est le grand moment de la comète, un feu d'artifice éphémère avant qu'elle ne replonge dans le froid des confins du système solaire. Mais si Atlas n'est pas une comète lambda, si c'est un objet artificiel avec des systèmes conçus, le périhélie pourrait signifier autre chose.
Peut-être une fenêtre d'activation quand les mécanismes internes alimentés par l'énergie solaire atteignent leur pleine capacité. Le Soleil n'est pas qu'une ampoule. C'est un réacteur à fusion qui irradie sur tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma. Il éjecte un vent solaire, un flux supersonique de protons et d'électrons filant à 1 million de miles à l'heure. Il forge des champs magnétiques qui se tordent et claquent, propulsant des éjections de masse coronale, d'énormes nuages de plasma capables de perturber satellites et réseaux électriques à l'impact sur Terre. Et surtout, il fournit de l'énergie. Les panneaux solaires transforment les photons en électricité. Tout vaisseau dans le système solaire interne s'appuie sur l'énergie solaire. Abondante, fiable, sans carburant. Si Atlas possède des panneaux solaires ou un système de récolte équivalent, sa production d'énergie grimpe de façon quadratique à mesure qu'il se rapproche de sous le Soleil. À 1,36 EA, l'irradiation solaire est environ la moitié de celle que nous recevons sur Terre. Amplement suffisant pour recharger les batteries, réveiller les dispositifs en veille et lancer les séquences programmées à l'avance. Figurez-vous qu'Atlas a été conçu pour hiberner tout au long de son voyage interstellaire, en épargnant l'énergie, en limitant les rejets, en dérivant inerte pendant des siècles. Au moment où il pénètre dans notre système solaire, des capteurs passifs guettent l'essor du rayonnement solaire. À un seuil prédéfini de 2,1 EA, les premiers mécanismes se mettent en branle, expulsant du cyanure d'hydrogène comme essai ou sous-produit. Désormais, en route vers le périhélie, les systèmes principaux se préparent à entrer en action. Quelle que soit la mission qu'Atlas a reçue pour venir ici, il l'accomplit au moment où l'énergie solaire culmine. Cela pourrait consister à déployer des sondes annexes, à renvoyer des informations vers son point de départ, à corriger sa course pour une rencontre planétaire, ou à libérer un élément imprévu. Et tout cela surviendrait précisément quand un vrai comète est le plus dynamique, offrant un camouflage idéal. Les observateurs s'attendraient à ce qu'Atlas s'illumine davantage, qu'il libère plus de gaz, qu'il adopte un comportement imprévisible. Toute bizarrerie serait mise sur le compte de la physique cométaire plutôt que d'une intervention artificielle. Un autre élément entre en ligne de compte. L'activité solaire varie elle-même. Le Soleil suit un cycle de 11 ans, oscillant entre un maximum solaire ou tache solaire, éruption et éjection de masse coronale pullule, et un minimum où tout s'apaise. Nous approchons actuellement du prochain maximum solaire, prévu vers 2025 à 2026. Ainsi, le périhélie d'Atlas coïncide avec une recrudescence de l'activité solaire, une probabilité accrue d'éruption et d'éjection de masse coronale. Si Atlas est bâti pour exploiter ou réagir aux phénomènes solaires, ce calendrier est parfait. Une éjection de masse coronale bien placée pourrait injecter un afflux de particules chargées, stimulant les circuits, activant des routines, ou même dissimulant les propres émissions d'Atlas au sein de la tempête naturelle. Les observateurs au sol peineraient à différencier les signaux artificiels du bruit solaire. Un voile impeccable. Examinons un scénario catastrophe. Atlas atteint son périhélie fin novembre. Une éjection de masse coronale de taille modérée jaillit du Soleil et file vers l'extérieur. La trajectoire d'Atlas le positionne pile dans sa trajectoire. Le nuage de plasma enveloppe la sonde, lui assénant une impulsion électromagnétique et un torrent de particules à haute énergie. Les systèmes d'Atlas, taillés pour s'éveiller dans ces circonstances, réagissent. Des soupapes s'ouvrent. Des composés stockés sont libérés de manière ciblée, produisant une poussée. La sonde modifie sa voie, pointant désormais vers un rendez-vous calculé avec l'orbite terrestre. En parallèle, d'autres rejets gazeux, incluant du cyanure d'hydrogène concentré, fusent selon des angles destinés à croiser la position de la Terre des semaines ou des mois plus tard. De notre point de vue, on observe un comète qui s'illumine normalement au périhélie, peut-être en se fragmentant un peu, avec une activité cométaire marquée. On ne se doute pas que ce corps céleste manœuvre, vise, arme ses gaz jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Est-ce crédible? Sur le plan physique, assurément. La mécanique orbitale permet des corrections de trajectoire par poussée dirigée. La chimie fournit le carburant. L'énergie solaire assure l'alimentation. La seule interrogation porte sur les capacités techniques d'Atlas. Et nous ne pouvons y répondre car les données sont occultées, retardées ou balayées. La mission Psyché de la NASA s'étudie durant la fenêtre d'observation idéale. Attend des résultats spectroscopiques sur son bureau. Les clichés du Hubble révèlent des irrégularités attribuées à des effets de projection. L'ossature de cette catastrophe potentielle est déjà assemblée. L'unique doute réside dans l'intention. Si Atlas est une sonde, cherche-t-il à nuire ou est-il simplement indifférent, appliquant des protocoles qui nous menacent par hasard? Dans les deux cas, le périhélie marque le tournant. Après fin novembre, la course d'Atlas est fixée. Si un événement se profile, il débute là, et nous observerons, impuissants,
en espérant que les anomalies s'expliquent de façon inoffensive, tout en nous armant pour l'éventualité contraire. Mais comment détecter même la menace? Comment séparer un comète d'une arme? La réponse tient à la comparaison. Et c'est précisément ce que nous allons entreprendre. Partie 10. Cas témoin. Swann contre Atlas. L'élément décisif. La science avance par confrontation. On ne démontre pas qu'une chose est anormale en l'étudiant seule. On le prouve en la juxtaposant au cas standard, en montrant que les écarts surpassent les variations attendues. C'est pour cela que les groupes témoins existent dans les expériences. C'est pourquoi les astronomes recensent des milliers d'objets, forgeant des repères statistiques sur l'apparence typique. Et quand un élément s'écarte notablement de ces normes, on creuse. La comète C 2025 R2, baptisée comète Swann, offre le cas témoin idéal pour Atlas. Les deux sont des comètes. Les deux ont été actives en 2025. Les deux ont été scrutées par des instruments comparables, mais leurs conduites divergent radicalement. La comète Swann est apparue dans le système solaire interne début 2025, repérée sur les images grand champ de l'Observatoire solaire et héliosphérique. C'était une crotazée, un éclat d'une comète plus vaste qui s'était disloquée des siècles auparavant, filant désormais sur une orbite qui la rapprocherait à quelques millions de kilomètres à peine de la surface solaire. Les astronomes anticipaient un spectacle grandiose à l'approche du périhélie de Swann en mars 2022, et ils n'ont pas été déçus. Swann a formé une immense chevelure, un nuage luminescent de gaz et de poussière observable même avec des télescopes d'amateurs. Sa queue s'étendait sur des millions de kilomètres, un jet éclatant de gaz ionisé propulsé par le vent solaire, capturé en photo par des passionnés du monde entier. La sonde SOHO de l'Agence spatiale européenne a filmé la chute finale de Swann vers le Soleil, observant comment il s'illuminait de manière spectaculaire, se vaporisait en partie et se désintégrait ou survivait sous forme d'un résidu bien plus petit. Swann incarnait tout ce qu'un astéroïde devrait être. Éclatant, dynamique, prévisible, magnifique. Passons maintenant à Atlas. Découvert en 2024, Atlas suivait une trajectoire distincte, pénétrant dans le système solaire depuis l'espace interstellaire, et non depuis le nuage d'Oort comme Swann. Son orbite était hyperbolique, non liée, ce qui signifie qu'après le périhélie, il quitterait le système solaire pour toujours, sauf si une force altérait sa vitesse. Cela rend Atlas intrigant, mais pas unique en son genre. Nous avons déjà accueilli d'autres visiteurs interstellaires, comme Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Ce qui rend Atlas exceptionnel, c'est son profil d'activité. Pendant la plus grande partie de son arrivée, Atlas est resté faible, à peine repérable, avec des signes cométaires minimes. Pas de chevelure vive, pas de queue évidente, juste un point lumineux terne qui s'intensifiait lentement en s'approchant du Soleil. Puis, à la mi-septembre 2025, à 2,1 EA, les émissions d'acide cyanhydrique ont soudainement explosé. Pas de vapeur d'eau, ni de monoxyde de carbone, qui sont des composés cométaires plus courants. De l'acide cyanhydrique, un élément moins répandu et plus volatile, surgissant de manière inattendue. Examinez les images. La chevelure de Swann rayonne, symétrique, s'élargissant de façon homogène au fur et à mesure que gaz et poussière s'échappent du noyau. Celle d'Atlas est pâle, asymétrique, avec des jets localisés indiquant des rejets ponctuels plutôt qu'une sublimation uniforme. La queue de Swann est un modèle du genre, s'étirant gracieusement loin du Soleil en arc élégant, modelé par la pression de radiation et le vent solaire. Celle d'Atlas est capricieuse, tantôt visible, tantôt disparue, parfois orientée vers le Soleil en défiant les lois physiques élémentaires. Si vous présentiez ces clichés à un scientifique planétaire sans contexte, il reconnaîtrait Swann comme une comète sans hésiter. Atlas soulèverait des interrogations. Qu'est-ce que cet objet? Pourquoi agit-il ainsi? Y a-t-il un problème dans les données? La comparaison de luminosité est tout aussi frappante. Swann atteignait une visibilité à l'œil nu, magnitude 3 ou 4 au maximum, facilement observable depuis des sites sombres. Atlas demeure faible, magnitude 10 à 12, nécessitant de bons télescopes amateurs pour être détecté. Cela compte, car la brillance reflète l'activité. Une comète éclatante sublime avec vigueur, libérant d'énormes quantités de gaz et de poussière. Une comète pâle est relativement inactive. Pourtant, Atlas émet de l'acide cyanhydrique à un rythme prodigieux, 4 × 10, 25 molécules par seconde. Où est la poussière? Où est la lumière solaire réfléchie qui devrait la rendre plus visible? Soit le noyau d'Atlas est exceptionnellement sombre, absorbant la lumière au lieu de la renvoyer, soit ses émissions sont majoritairement gazeuses, sans la composante poussiéreuse qui fait briller les comètes. Les deux hypothèses sont inhabituelles. Voici le coup de théâtre rhétorique. Si Atlas et Swann étaient tous deux des comètes naturelles, issus des mêmes mécanismes physiques,
elles devraient afficher des comportements similaires, ajustés à leur taille et composition. Mais ce n'est pas le cas. Swan se conforme précisément aux prédictions séculaires de la science cométaire. Atlas, lui, agit comme une exception, une énigme, un corps obéissant à d'autres principes. On pourrait dire qu'Atlas est simplement une comète bizarre, que les variations naturelles sont vastes, que nous ne maîtrisons pas encore pleinement la physique cométaire, et ce serait justifié. Mais en ajoutant le pic d'acide cyanhydrique, la queue antisolaire, les interruptions des signaux spatiaux, les retards dans les données, l'activation brutale à une distance précise, l'accumulation d'anomalies fait pencher la balance. À un moment, invoquer la simple variation naturelle devient moins convaincant que d'envisager d'autres interprétations. Et l'hypothèse qu'Atlas soit artificielle, conçue, suivant un programme précis, rend les observations plus cohérentes. Nous reviendrons sur cette comparaison à l'approche du périhélie d'Atlas fin novembre. S'il s'illumine soudainement, développe une vaste chevelure et queue, et se comporte comme Swan, alors peut-être que les bizarreries initiales n'étaient qu'une phase transitoire menant à une activité cométaire standard. Mais s'il persiste dans son comportement imprévisible, si les émissions d'acide cyanhydrique s'amplifient sans gain de luminosité correspondant, si la queue reste anormale, si de nouvelles particularités inexplicables émergent, alors l'argument pour une origine artificielle gagne en force. Ce n'est pas la conclusion de l'enquête. C'est le cœur de l'action. Nous observons en direct l'accumulation des données, la révélation progressive d'Atlas, l'inéluctable émergence de la vérité. Et pendant que nous scrutons Atlas, d'autres avancées en sciences et technologies redessinent discrètement nos conceptions du possible. Le monde de 2025 est plus étrange qu'il y a seulement 5 ans. Élargissons le regard pour voir ce qui se passe ailleurs, car le contexte est essentiel. L'univers ne fonctionne pas en vase clos, et Atlas non plus. Partie 11. L'IA anticipe l'effondrement des startups de fusion nucléaire. En octobre 2025, une équipe de chercheurs du MIT a publié une étude alarmante, basée sur des modèles d'apprentissage automatique, pour évaluer la pérennité des entreprises privées spécialisées dans l'énergie de fusion. La fusion, ce mécanisme qui alimente les étoiles, représente le rêve de l'humanité depuis près d'un siècle. Maîtriser la fusion contrôlée sur Terre ouvrirait les portes à une énergie propre quasi illimitée. Le carburant deutérium est récupérable dans l'eau de mer. Les sous-produits en hélium sont inactifs. Pas d'émissions de carbone, pas de risque de fusion critique, seulement une puissance abondante. Pendant des décennies, la fusion a semblé toujours repoussée à 30 ans dans le futur, une blague récurrente dans les labos de physique. Mais dans les années 2020, des sociétés privées se sont lancées dans la course. Commonwealth Fusion Systems, TAE Technologies, Helium Energy, des dizaines de startups soutenues par des milliardaires et des fonds d'investissement, toutes promettant une fusion commerciale d'ici les années 2030. L'étude du MIT a douché cet enthousiasme en s'appuyant sur des modélisations financières, des évaluations techniques et des données historiques sur le déploiement des technologies énergétiques. L'IA a prévu que près de 70% de ces entreprises feraient faillite d'ici 2030, incapables de surmonter les obstacles techniques ou d'obtenir les financements nécessaires. Pourquoi cela concerne-t-il Atlas? Parce que l'énergie, c'est le pouvoir, au sens propre comme au figuré. La maîtrise des ressources énergétiques décide de la domination des nations, de la vitalité des économies, du confort des populations par rapport à la misère. Si la fusion triomphe, elle décentralise l'énergie. Tout pays doté d'un savoir-faire technique pourra ériger des réacteurs, mettant fin à la dépendance aux combustibles fossiles, à l'uranium, au point de strangulation géopolitique. Mais si la fusion échoue, si les startups s'écroulent, si le rêve s'évanouit une fois de plus, les structures de pouvoir actuelles perdurent. Les pays producteurs de pétrole gardent leur influence. Le nucléaire, avec ses déchets et ses risques de prolifération, reste incontournable. Les renouvelables, handicapés par leur intermittence, exigent toujours d'immenses infrastructures de réseau. Le statu quo s'impose. Et dans ce cadre, une menace extérieure comme Atlas devient opportune. Imaginez un scénario où les gouvernements doivent justifier des dépenses colossales, renforcer leur emprise, mobiliser les peuples autour d'un ennemi commun. Une sonde extraterrestre, une menace cosmique, une arme dérivant vers la Terre. C'est la crise idéale. Regardez le calendrier. Les boîtes de fusion peinent en 2025. Les modèles d'IA annoncent que la plupart s'effondreront d'ici 2030. Atlas surgit en 2024, s'active en 2025, frôle son périhélie fin 2025. Si Atlas s'intensifie, si elle est médiatisée comme une menace, les États pourraient proclamer une urgence planétaire. Les ressources sont réorientées. Les projets civils de fusion sont nationalisés ou supprimés des budgets. Les priorités militaires priment. La défense spatiale justifie des enveloppes budgétaires sans précédent. Et opportunément, le secteur privé de la fusion,
qui aurait pu démocratiser l'énergie, s'asphyxie par manque d'investissement. Je n'affirme pas qu'il s'agit d'un complot ourdi, mais les systèmes n'ont pas besoin de conspiration pour générer des résultats conspirateurs. Les incitations convergent. Les crises sont instrumentalisées. La prédiction de l'IA sur l'échec des startups de fusion pourrait être juste en soi, mais elle dépeint aussi une phase de fragilité, un moment où l'avenir énergétique de l'humanité reste incertain, où la peur pourrait dicter les politiques plus que l'optimisme. Ajoutons une couche supplémentaire. Si Atlas est artificielle, si elle provient d'une civilisation avancée, que saurait-il de nous? S'il nous observe depuis des décennies ou des siècles, il comprendrait nos impasses énergétiques. Il verrait notre dépendance à la combustion, nos avancées laborieuses vers la fusion, notre morcellement géopolitique. Une entité cherchant à déstabiliser ou influencer l'humanité pourrait choisir son moment d'intervention pour un effet maximal. Arriver quand nous sommes le moins prêts, quand notre confiance technologique s'effrite, quand nos divisions internes sont les plus vives. L'apparition d'Atlas au milieu des années 2020, en pleine incertitude fusionnelle, au cœur des tensions mondiales croissantes, sous les pressions climatiques et économiques accrues, relève soit d'une coïncidence extraordinaire, soit d'un timing calculé. Et je n'ai plus tendance à croire aux coïncidences. Il ne s'agit pas seulement d'Atlas. C'est une question de prise de conscience que les menaces existentielles ne surgissent pas dans le vide. Elles croisent les crises actuelles, les amplifient, exploitent les faiblesses. Que Atlas soit une sonde, une arme ou un objet naturel, nous l'avons mal interprété. Son influence sur la civilisation humaine dépendra du contexte, et ce contexte en 2025 englobe un secteur énergétique au bord du gouffre, une instabilité géopolitique et une population de plus en plus méfiante envers les institutions. Atlas pourrait être l'étincelle dans une forêt très sèche. Mais l'énergie n'est pas la seule frontière où les choses deviennent bizarres. Orientons notre regard vers les espaces obscurs entre les étoiles, là où des monstres invisibles dérivent en silence, attendant d'être découverts. Partie 12. Mise à jour sur le trou noir errant de la Voie lactée. Les trous noirs sont les prédateurs ultimes de l'univers. Une gravité si puissante que même la lumière ne s'en échappe pas. L'espace-temps tordu en un piège à sens unique. Au niveau de l'horizon des événements, les règles habituelles de la causalité volent en éclats. La plupart des trous noirs que nous connaissons sont soit des vestiges de masse stellaire, entre 10 et 100 fois la masse du Soleil, issus de l'effondrement spectaculaire d'étoiles massives lors d'une supernova, soit d'immenses colosses supermassifs, pesant de millions à des milliards de masses solaires, tapis au cœur des galaxies comme des machines cosmiques de dévastation. Les deux catégories se repèrent grâce à leurs interactions brutales avec l'environnement environnant. Les trous noirs de masse stellaire se trouvent souvent en système binaire, où ils arrachent du gaz à leurs étoiles compagnes par des forces de marée, chauffant ce gaz à des millions de degrés par frottement et compression, ce qui le fait briller intensément aux rayons X. Les trous noirs supermassifs alimentent les quasars, engloutissant des quantités de matière équivalentes à des systèmes solaires entiers dans leur disque d'accrétion, et émettant sur tout le spectre électromagnétique avec une luminosité surpassant celle de galaxies entières. Mais qu'en est-il des trous noirs isolés? Ces entités errant solitaires dans l'espace interstellaire, sans se nourrir ni luire, invisibles hormis leur emprise gravitationnelle. Combien en existe-t-il? Nous l'ignorons. Nous sommes fondamentalement incapables de les observer directement. Ils n'émettent rien, ne reflètent rien, et se manifestent comme des abysses absolus sur fond cosmique. On ne les débusque que lorsqu'ils masquent une étoile en arrière-plan, amplifiant brièvement sa lumière via la microlentille gravitationnelle, un effet prévu par Einstein où des objets massifs courbent l'espace-temps lui-même, formant une lentille naturelle qui concentre et intensifie la lumière provenant de sources plus lointaines. Cet effet reste discret, éphémère, et exige une chance exceptionnelle pour être capté. En septembre 2025, une équipe examinant les données du télescope spatial Hubble et d'enquête terrestre a proclamé la découverte d'un trou noir vagabond d'environ 12 masses solaires traversant la Voie lactée à quelques 4000 années-lumière de la Terre. Cette identification provenait d'un événement de microlentilles durant plusieurs mois, où la lumière d'une étoile distante s'est intensifiée puis affaiblie selon un schéma typique d'un objet sombre massif se plaçant entre nous et l'étoile. En étudiant la courbe de lumière, soit le motif précis d'éclat et d'extinction au fil du temps, la durée de l'événement et l'ampleur de l'amplification, les astronomes ont estimé la masse et la vitesse de la lentille. 12 masses solaires se déplaçant à environ 100 000 miles par heure par rapport à la population stellaire locale. Il s'agit d'un vrai nomade. Un trou noir éjecté de son lieu de naissance, peut-être à cause d'une supernova asymétrique lui impartissant un coup de pied gravitationnel. Désormais, il vagabonde dans la galaxie, indétectable sauf par un alignement géométrique fortuit. L'analyse mathématique pour repérer cet objet s'est avérée ardue. Les chercheurs ont dû isoler la signature du trou noir parmi une multitude d'autres facteurs. Variabilité stellaire, bruit instrumental, distorsion atmosphérique. Ils ont recoupé les relevés de divers télescopes,
valider l'événement via des ensembles de données indépendants, et simuler diverses hypothèses pour écarter les autres options. Une planète n'aurait pas généré une courbe de lumière adéquate. Une étoile faible aurait produit des effets chromatiques distincts. Seule une configuration de trou noir correspondait aux mesures. Cette prouesse résulte d'années de labeur minutieux, avec des relevés automatisés scrutant simultanément des millions d'étoiles, en guette pour le signe distinctif d'une lentille gravitationnelle. Cette trouvaille soulève une interrogation troublante. Si un seul trou noir errant a été repéré par microlentille, combien d'autres demeurent cachés? La microlentille exige un alignement précis. Le trou noir, l'étoile en arrière-plan et la Terre doivent s'aligner dans une tolérance angulaire infime, souvent inférieure à une milliseconde d'arc, comparable à distinguer un 10 centimes d'un mille à 1000 miles de distance. Les chances qu'une étoile donnée soit lentillée à un moment précis sont infimes. Ainsi, détecter ne serait-ce qu'un seul errant suggère une population bien plus vaste. Certaines projections indiquent des dizaines de millions de trous noirs de masse stellaire naviguant dans la Voie lactée, la plupart regroupés dans le disque galactique où la formation d'étoiles est la plus intense, certains dans le halo, tous invisibles à moins qu'ils ne croisent une étoile à lentiller ou de la matière à accretionner. Nous baignons dans un océan de pièges gravitationnels occultes. Et nous ne les remarquons que par pur hasard, en entrant dans leur zone de détection. Réfléchissons aux conséquences. Notre galaxie mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre et abrite des centaines de milliards d'étoiles. Si des dizaines de millions de trous noirs y sont dispersés, la distance moyenne entre eux pourrait n'être que de quelques dizaines d'années-lumière. Suffisamment proche pour que ces trous noirs de masse stellaire représentent un risque majeur pour tout voyage interstellaire. Une sonde se déplaçant entre les étoiles devrait cartographier ces obstacles invisibles, les repérer d'une manière ou d'une autre, et les contourner. Et si nous ne commençons qu'à les localiser via la microlentille, comment une civilisation interstellaire gérerait-elle ce défi? Elle requérait des techniques de détection bien supérieures à nos moyens actuels. Peut-être des capteurs d'ondes gravitationnelles capables de sonder la courbure de l'espace-temps des trous noirs isolés, ou une physique exotique que nous n'avons pas encore élucidée. Pas encore rouge. Reliez cela à Atlas. On croit savoir ce qui se trouve dans notre système solaire. On a répertorié des astéroïdes, des comètes et des objets de la ceinture de Kuiper au fil de décennies d'observations méthodiques. On surveille les objets proches de la Terre qui pourraient représenter un risque de collision, en gérant des bases de données sur les astéroïdes potentiellement dangereux. On pense avoir une bonne idée de l'ensemble. Mais si la Voie lactée regorge de trous noirs invisibles qu'on ne commence qu'à présent à repérer, qu'est-ce qu'on pourrait bien rater d'autre? Des corps sombres, non émissifs qui échappent à nos méthodes de détection, des sondes qui atténuent leur signature électromagnétique, des constructions artificielles qui se fondent dans les débris naturels. La découverte d'un trou noir errant nous rappelle que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Le fait qu'on n'ait pas vu quelque chose ne signifie pas qu'il n'existe pas. Il pourrait simplement être indétectable avec nos outils actuels, tapi dans des angles morts observationnels qu'on n'a même pas encore identifiés. Je ne dis pas qu'Atlas est un trou noir, bien sûr. Il émet clairement de la lumière et du gaz, visibles par des télescopes fonctionnant sur plusieurs longueurs d'onde. Mais le principe reste valable. Atlas est apparu d'un coup dans nos systèmes de détection, d'abord classé comme une comète parce que c'est pour ça que nos télescopes d'observation sont conçus. S'il était resté inactif, s'il n'avait pas libéré ses émissions de cyanure d'hydrogène au moment opportun, il aurait pu traverser le système solaire interne sans qu'on le remarque, juste un autre astéroïde faible sur une trajectoire hyperbolique, trop petit et obscur pour activer nos algorithmes automatisés. Le fait qu'on le suive aujourd'hui tient presque du hasard, dépendant de son activation à un moment et un endroit où nos instruments ont pu capter l'activité. Combien d'objets semblables à Atlas ont traversé le système solaire interne sans être vus au cours de l'histoire humaine? Combien en circulent en ce moment, inactifs, en attente, invisibles tant qu'ils ne décident pas de se montrer ou qu'on n'invente pas de techniques de détection assez fines pour les repérer? Le trou noir errant illustre aussi l'indifférence cosmique. Ce trou noir de 12 masses solaires se fiche bien de la Terre. Il ne nous vise pas. Il dérive simplement, suivant les lois de la mécanique orbitale, fruit de processus astrophysiques vieux de milliards d'années. Si sa trajectoire croisait celle de la Terre pile au moment où on occupe cet espace, on serait condamné. Pas par méchanceté, pas par une attaque intentionnelle, mais par un pur coup du sort. Un simple alignement cosmique aléatoire. Atlas pourrait être pareil. Ce ne serait pas une arme dirigée contre l'humanité en particulier. Peut-être une sonde suivant un itinéraire programmé d'avance, appliquant des protocoles d'exploration conçus il y a des millénaires, et on se trouve juste sur son chemin. L'intention importe peu si le résultat est désastreux. Une balle n'a pas besoin de vous détester pour vous tuer. Réaliser que l'univers ne tourne pas autour de nous, que les objets et entités suivent leurs propres objectifs sans se soucier de notre survie, c'est à la fois humble et effrayant. Ça nous oblige à affronter notre insignifiance cosmique.
On n'est pas le centre de la création, ni le summum de l'évolution cosmique, juste une espèce sur une planète, potentiellement sur la route de forces et d'entités qu'on comprend à peine. Cette prise de conscience devrait guider notre vision d'Atlas, des contacts extraterrestres, de notre place dans l'univers. Et c'est un motif qui résonne dans d'autres découvertes récentes, surtout en physique, où on découvre que la réalité elle-même pourrait fonctionner selon des principes qu'on saisit à peine, où la mécanique quantique et la relativité laissent entrevoir des structures plus profondes qu'on commence tout juste à apercevoir. Partie 13. Les cristaux temporels quantiques réalisent leur première démonstration pratique. La mécanique quantique est bizarre. Ce n'est pas une exagération. C'est une description fidèle. Les particules existent en superposition, occupant plusieurs états à la fois jusqu'à observation. Les particules intriquées sont corrélées instantanément sur des distances, défiant nos intuitions classiques sur la localité. Les principes d'incertitude bornent ce qu'on peut connaître avec précision. Et voilà qu'en 2025, les physiciens ont mis en évidence des cristaux temporels stables, une phase de matière si étrange que même les théoriciens quantiques peinaient à croire à leur existence. Un cristal temporel est un système qui montre un comportement périodique dans le temps, pas seulement dans l'espace. Les cristaux normaux, comme le sel ou le diamant, ont des atomes disposés en motifs spatiaux répétés. Secoué en un, il reprend son équilibre. Un cristal temporel oscille indéfiniment, passant d'un état à l'autre sans apport d'énergie extérieure, sans jamais s'établir en équilibre. Son mouvement sans coût énergétique, une sorte d'ordre temporel qui paraît violer la thermodynamique, mais qui ne le fait pas vraiment car ces cristaux existent dans des systèmes hors équilibre, minutieusement conçus pour tirer parti des effets quantiques. L'idée semble impossible au premier abord. Après tout, les machines de mouvement perpétuel sont reléguées au rang de fantasmes depuis des siècles, interdites par les lois de la thermodynamique. L'énergie ne sort pas du néant. L'entropie augmente toujours dans les systèmes clos. Pourtant, les cristaux temporels contournent ces barrières en opérant dans des contextes ouverts dans les systèmes quantiques où un flux d'énergie les garde dans un état particulier, loin de l'équilibre, mais avec une oscillation stable qui perdure sans fin. Imaginez cela comme une variante quantique d'une planète gravitant autour d'une étoile. Le mouvement se poursuit sans apport d'énergie supplémentaire une fois initié, sans pour autant produire de l'énergie ex nihilo. Le système a été configuré avec des conditions initiales qui autorisent ce cycle perpétuel. En mars 2025, une équipe du laboratoire de Google en intelligence artificielle quantique a révélé avoir réalisé un cristal temporel dans leur processeur quantique Sycamore, en conservant la cohérence pendant plus de 100 cycles d'oscillation, bien au-delà des essais antérieurs de plusieurs ordres de grandeur. Cette prouesse a exigé un contrôle minutieux des états quantiques, en manipulant chaque qubit via des impulsions laser synchronisées à la précision du femtoseconde. Les scientifiques ont prouvé que le système vibrait à la moitié de la fréquence d'entraînement, signe distinctif du comportement cristallin temporel, et surtout que cette vibration tenait bon malgré des perturbations intentionnelles pour la perturber. Le cristal temporel s'est montré résilient, capable de s'autoréguler, en préservant son motif temporel face à des circonstances qui anéantiraient des états quantiques classiques. En août 2025, des chercheurs du MIT ont présenté un cristal temporel fonctionnant à température ambiante, à base d'un réseau de centres de lacunes azote dans du diamant, une configuration prometteuse pour des usages concrets à grande échelle. Cette avancée supprime le recours à des températures proches du zéro absolu et à des dispositifs supraconducteurs exotiques, sortant les cristaux temporels des labos hautement spécialisés pour les rendre viables dans des contextes du monde réel. L'approche des réseaux diamantins exploite des imperfections dans la structure cristalline, là où des atomes d'azote substituent des atomes de carbone, formant des systèmes quantiques cohérents même à température ambiante. Ces centres de lacunes azote se contrôlent par des micro-ondes et des lasers, les poussant vers des états cristallins temporels qui oscillent avec une stabilité exceptionnelle. Ce ne sont pas de simples gadgets pour revue de physique. Les cristaux temporels pourraient transformer l'informatique quantique, en offrant des qubits stables qui défient la décohérence, le principal obstacle à l'agrandissement des ordinateurs quantiques vers des tailles pratiques. Ils ouvriraient la voie à des capteurs ultra précis, des horloges insensibles à la dérive au-delà des limites quantiques, un stockage de mémoire impérissable car l'information s'inscrit dans des motifs temporels plutôt que spatiaux. Et de manière hypothétique, ils pourraient soutenir des innovations encore impensables, en tirant parti de la structure temporelle d'une façon interdite par la physique classique. Certains travaux théoriques évoquent leur usage dans des protocoles de communication quantique, la détection d'ondes gravitationnelles avec une sensibilité inégalée, ou même l'exploration de la nature profonde du temps. Pourquoi cela concerne-t-il Atlas? Parce que si les humains en 2025 démontrent déjà des cristaux temporels, qu'ont pu accomplir des civilisations extraterrestres avancées il y a des siècles ou des millénaires. Si Atlas est artificiel, ces mécanismes internes pourraient exploiter une physique dépassant notre maîtrise actuelle. Des cœurs cristallins temporels offriraient un stockage d'énergie stable,
des états quantiques cohérents pour le calcul ou les échanges, ou des outils pour altérer l'espace-temps de manière subtile. Nous ne détecterions pas ces techs en observant Atlas de l'extérieur. Il faudrait le démonter, sonder ses matériaux à l'échelle atomique, appréhender ses principes de fonctionnement par une analyse directe. Mais à distance, nous ne verrions que des irrégularités, des comportements incompatibles avec les modèles naturels, des émissions non liées aux processus thermiques ou chimiques attendus, des trajectoires indiquant une précision supérieure aux dynamiques gravitationnelles ordinaires. Prenez l'émission de cyanure d'hydrogène. Nous l'attribuons à de la sublimation, de la glace se réchauffant et se vaporisant à l'approche du Soleil. Et si c'était un sous-produit d'un système énergétique cristallin temporel? Et si Atlas employait un processus quantique produisant des déchets, dont le cyanure d'hydrogène fait partie? Le schéma d'émission, apparition soudaine et production continue, reflèterait l'activation du système, non un chauffage solaire. Cela justifierait pourquoi l'émission ne suit pas fidèlement la distance au Soleil, pourquoi elle surgit brutalement au lieu de s'intensifier progressivement comme le voudraient les modèles thermiques. Ce n'était pas piloté par la chaleur. C'était piloté par la technologie. Et si la technologie des cristaux temporels est en jeu, le système opérerait avec une efficacité remarquable, des pertes minimales, une durée de fonctionnement qui rendrait les sources d'énergie classiques archaïques en comparaison. Le bilan énergétique est révélateur à lui seul. Les réactions chimiques emmagasinent l'énergie dans des liaisons moléculaires, libérées par combustion ou électrochimie. Les réactions nucléaires puisent dans les énergies de liaison des noyaux atomiques. Les deux sont irréversibles. Une fois le carburant épuisé, c'est fini. Les cristaux temporels, eux, soutiennent leur oscillation indéfiniment une fois lancée, ne demandant qu'un faible apport pour contrer le bruit ambiant et garder la cohérence. Pour une sonde, voyager entre les étoiles pourrait signifier la différence entre des décennies de durée de vie opérationnelle et des millions d'années. Un système d'alimentation basé sur des cristaux temporels ne générerait pas de poussée. Il faudrait toujours un propergol pour cela, mais il pourrait alimenter les ordinateurs, les capteurs, les systèmes de communication et les mécanismes de contrôle de manière quasi éternelle. Atlas aurait pu être lancé à l'époque où les humains vivaient encore dans des grottes et fonctionnaient à plein régime aujourd'hui. Je tiens à souligner que tout ceci reste de la pure conjecture. Nous n'avons aucune preuve qu'Atlas intègre des cristaux temporels ou une technologie quantique exotique. Cependant, la démonstration des cristaux temporels dans 2025 repousse les limites de ce qui semble plausible. Cela nous oblige à repenser ce qui est techniquement réalisable. Il y a 5 ans, les cristaux temporels n'étaient que des curiosités théoriques, des constructions mathématiques que les physiciens discutaient en se demandant si elles ne violaient pas les lois fondamentales. Aujourd'hui, leur manifestation en laboratoire ouvre la voie à des applications pratiques. Projeter cette avancée sur des siècles, dans une civilisation dotée de ressources et de savoirs bien supérieurs aux nôtres, et l'écart entre nos technologies et leur s'avère immense. Atlas pourrait être pour nos vaisseaux spatiaux ce que nos smartphones représentent pour les outils en pierre. Nous percevons qu'il effectue certaines actions. Nous mesurons quelques sorties, mais appréhender son fonctionnement interne échappe peut-être totalement à notre cadre conceptuel actuel. Une autre conséquence mérite réflexion. Les cristaux temporels remettent en question notre compréhension de l'entropie, de la flèche du temps, de l'évolution des systèmes vers le désordre. Ils indiquent que, dans certaines conditions, des comportements proches du mouvement perpétuel deviennent possibles, tout en respectant les contraintes de la mécanique quantique. Si une civilisation maîtrisait cela, elle pourrait concevoir des machines opérant indéfiniment sans ravitaillement. Des sondes filant à travers l'espace interstellaire pendant des millions d'années, préservant leur efficacité, en attente de signaux d'activation. L'état d'apparente hibernation d'Atlas durant son voyage, suivi d'une mise en marche brutale, colle parfaitement à ce schéma. Un cœur d'alimentation cristallin temporel pourrait entretenir des fonctions minimales à l'infini. Suffisamment de puissance de calcul pour surveiller les capteurs, vérifier la position, estimer la trajectoire, puis accélérer vers un régime complet dès que les senseurs repèrent des critères adéquats, comme la proximité d'une étoile ou des signatures électromagnétiques spécifiques signalant une civilisation technologique. Nous observons Atlas à travers le prisme de la physique conventionnelle, des présupposés d'ingénierie classiques issus de notre expérience limitée en exploration spatiale. Pourtant, il pourrait fonctionner sur des principes que nos laboratoires les plus pointus commencent seulement à entrevoir. Le fait même que nous les découvrions implique qu'ils ne sont pas inaccessibles, simplement plus avancés. Ils marquent un échelon supérieur sur l'échelle technologique, un niveau que toute civilisation scientifique persistante finit par gravir. Et si nous commençons déjà à approcher certains de ces principes, qu'est-ce qui d'autre pourrait être à notre portée? Quelle technologie développons-nous qui pourrait avoir des équivalents extraterrestres? Quelles aptitudes atteindrons-nous dans le siècle à venir, qui paraîtraient magiques à nos yeux actuels?
Il se trouve que nous bossons sur des systèmes de furtivité qui semblent curieusement pertinents. Partie 14. Le brevet chinois sur l'écran plasma hypersonique. Au début d'octobre 2025, des analystes de la défense ont repéré un dépôt de brevet émanant d'un institut de recherche aérospatiale chinois, décrivant un système de blindage à base de plasma pour véhicules hypersoniques. Les détails du brevet n'étaient pas classifiés, ce qui est étonnant, évoquant soit une révélation intentionnelle pour intimider les concurrents, soit une négligence administrative ayant laissé fuiter des infos sensibles dans le domaine public. Le dispositif opère ainsi. Lors d'un vol hypersonique traversant l'atmosphère à Mach 5 ou plus, la friction aérodynamique chauffe l'air jusqu'à des températures de plasma de plusieurs milliers de degrés, formant une gaine luminescente autour de l'engin. Ce plasma perturbe naturellement les radars, rendant le véhicule plus difficile à détecter. Mais il provoque aussi des coupures de communication, bloque l'imagerie thermique et génère des problèmes de surchauffe structurelle qui tourmentent les ingénieurs depuis des décennies. Le brevet chinois explique comment des champs électromagnétiques modèlent et stabilisent cette gaine de plasma, transformant un inconvénient en atout. Des bobines magnétiques produisent des champs qui orientent le plasma en forme précise, créant des zones d'ionisation denses qui repoussent activement les rayonnements électromagnétiques entrants, à l'image d'un bouclier contre les radars et les armes à énergie dirigée. Les specs techniques évoquent une approche multicouche avec des géométries de champs adaptées à divers profils de menaces. Face au radar, le plasma forme une surface diffuse et mouvante qui disperse les ondes de manière imprévisible. Contre les armes laser, les particules ionisées absorbent et diffusent la lumière cohérente avant qu'elle n'accumule assez d'énergie pour endommager la coque du véhicule. Une physique raffinée, militarisée pour la protection. Le brevet va plus loin, indiquant que le système pourrait les boucliers à plasma ne se limite pas à l'atmosphère. Il fonctionne aussi dans l'espace. Installer des générateurs de champs magnétiques comparables sur un vaisseau spatial, libérer un gaz ionisable autour de lui, peut-être du xénon ou de l'argon issu de réservoirs intégrés, et vous formez une bulle de plasma artificielle. Cette enveloppe diffuserait les ondes radar, neutraliserait les lasers en sionisant avant que le rayon n'atteigne la coque, et pourrait même perturber les faisceaux de particules ou les impulsions électromagnétiques. Ce n'est pas exactement les boucliers stellaires des romans de science-fiction. On ne bloque pas les projectiles solides, mais contre les menaces d'origine électronique ou énergétique dirigées, c'est d'une efficacité stupéfiante. Le brevet révèle que la technologie est suffisamment avancée pour des essais et qu'elle pourrait déjà équiper des prototypes en vol. Les retombées pour les affrontements spatiaux, la sauvegarde des satellites, ou même les missions d'interception d'astéroïdes et de comètes, sont immenses. Pourtant, un aspect que personne dans les milieux de la défense n'ose formuler ouvertement. Si la Chine développe des écrans plasmiques pour engins spatiaux, il est possible que d'autres entités en soient déjà dotées. Visualisez Atlas enveloppé d'une fine couche de gaz ionisé, soutenu par des générateurs de champs magnétiques internes. Cette pellicule de plasma rendrait Atlas plus difficile à analyser spectroscopiquement de loin. La lumière traversant le plasma se disperse, s'absorbe et se réémet à des longueurs d'onde altérées. Les raies spectrales s'estompent. Les signatures d'émission se voilent. Ce que nous prenons pour une activité cométaire faible et irrégulière pourrait en réalité être une furtivité avancée, un bouclier plasmique qui modère les fuites de rayonnement électromagnétique, rendant Atlas plus pâle et imprévisible qu'il ne l'est vraiment. Le cyanure d'hydrogène que nous avons repéré pourrait n'être qu'une infime partie qui s'échappe du bouclier, tandis que l'essentiel des émissions est capturé, ionisé et contrôlé par le système de protection. Cela justifierait pourquoi Atlas semble moins lumineux que ne le laissent supposer ses taux de production gazeuse. Ce n'est pas qu'Atlas soit exceptionnellement sombre. C'est que nous l'observons à travers un filtre, une couche d'obscurcissement intentionnel qui régule les données parvenant jusqu'à nos télescopes. Le brevet chinois évoque aussi l'usage de ces boucliers plasmiques contre les impacts hypervéloces, ces microparticules filant à vitesse orbitale. Dans l'espace, le moindre débris peut percer le métal à ces allures. Un bouclier plasmique ne le vaporiserait pas, mais il ioniserait ses couches externes, le déviant légèrement ou en allégeant sa masse en érodant sa surface. Pour une sonde comme Atlas, naviguant en espace interstellaire pendant des siècles ou des millénaires, les micrométéorites représentent une menace sérieuse. Au fil de milliers d'années, d'innombrables chocs useraient les matériaux les plus résistants, endommageant les panneaux solaires, criblant les capteurs optiques et risquant d'affaiblir la structure. Un bouclier plasmique ferait un blindage idéal, préservant la sonde face à une multitude de collisions. Et si Atlas en disposait, il pourrait intensifier ce bouclier en approchant du Soleil, pour se prémunir contre le flux accru de vent solaire et de rayonnement. Nous y verrions une émission plasmique renforcée, que nous attribuerions à une activité cométaire, sans jamais imaginer une technologie défensive qui s'active en riposte aux dangers ambiants. Le dispositif opérerait en mode autonome, réagissant au relevé des senseurs sur la densité de particules et les niveaux de radiation, en adaptant la puissance du bouclier. Prenons un ton plus spéculatif un instant.
La date de ce brevet chinois, octobre 2025, intrigue. Atlas a déclenché ses émissions de cyanure d'hydrogène en septembre 2025. Quelques semaines plus tard, la Chine dépose publiquement un brevet pour une technologie de blindage plasmique qui éclaire précisément certaines bizarreries d'Atlas. Simple hasard? Peut-être. Ou bien, au sein de l'aérospatiale chinoise, des observateurs scrutant Atlas via des télescopes militaires plus performants que les outils civils ont repéré des indices pointant vers un blindage plasmique. Ils en auraient déduit le principe. Ou alors, ils progressaient en parallèle et ont vu en Atlas une validation de leur méthode. Dans tous les cas, ce dépôt de brevet lance un message aux autres pays. Nous savons ce qui se trouve là-haut. Nous maîtrisons la tech et nous préparons des parades. C'est un signal géopolitique dissimulé dans des papiers techniques. Et cela insulte que des observations classifiées d'Atlas pourraient être bien plus précises que ce que le grand public connaît. Réfléchissez à ce que les systèmes de surveillance spatiale militaire peuvent capter. Les télescopes civils suivent la luminosité, la trajectoire et les signatures spectrales. Les versions militaires intègrent la surveillance infrarouge, l'analyse des signatures électromagnétiques, voire les effets de microlentilles gravitationnelles. Si Atlas produit des champs magnétiques assez puissants pour confiner du plasma, ces champs seraient repérables par des magnétomètres sensibles. S'il libère du gaz ionisable, une spectroscopie fine pourrait révéler des ratios isotopiques incompatibles avec des processus cométaires naturels. Les analystes militaires ont peut-être noté ces anomalies il y a des mois, les ont rassemblées dans des rapports secrets, et lancé des travaux sur des contre-mesures, sans jamais alerter le monde extérieur. Devant le public, ce brevet chinois pourrait s'inscrire dans cette course technologique discrète. Une stratégie pour affirmer une priorité et démontrer des compétences. Pourtant, un scénario plus sombre se profile. Et si la technologie de bouclier à plasma n'était pas uniquement défensive? Et si elle avait un usage offensif? Une bulle de plasma assez intense, activée par des champs électromagnétiques, pourrait servir d'arme à énergie dirigée. En modelant ces champs pour concentrer le plasma en un faisceau, on obtiendrait un jet surchauffé capable de trancher des matériaux, de perturber des systèmes électroniques, voire d'impacter des tissus biologiques. Si Atlas disposait d'un tel dispositif, le nuage de cyanure d'hydrogène ne serait qu'une menace secondaire. La réelle menace pourrait être électromagnétique. Une arme à plasma qui s'activerait au périhélie, quand l'énergie solaire atteint son apogée, visant la Terre ou nos satellites avec une décharge contre laquelle nous sommes totalement démunis. Nos outils de détection actuels ne l'anticiperaient pas. On surveille les collisions cinétiques, les altérations gravitationnelles, les armes évidentes. Mais on ne traque pas les accumulations subtiles d'énergie électromagnétique, ni les anomalies dans les champs magnétiques autour d'Atlas, parce qu'on le considère comme une comète, et les comètes ne portent pas d'armes. Sauf celle-ci peut-être. La physique s'y prêterait ainsi. Au périhélie, le flux solaire offre une énergie maximale pour la production d'électricité. Atlas pourrait charger ses banques de condensateurs, booster ses générateurs de champs magnétiques à pleine puissance, et libérer une grande quantité de gaz ionisable. Les champs magnétiques comprimeraient et accéléreraient le plasma, formant un rayon focalisé avec des températures surpassant celles de la surface du Soleil. Orienté vers la Terre, un tel engin n'aurait pas à traverser l'atmosphère. Il pourrait frapper des satellites, des réseaux de communication, l'infrastructure GPS. Une seule impulsion suffirait à neutraliser des centaines de satellites, paralysant la dépendance de la civilisation moderne aux technologies spatiales. Et comme le plasma se dissiperait rapidement après l'émission, l'analyse médico-légale serait ardue. On ne pourrait jamais confirmer s'il s'agissait d'un acte intentionnel ou d'un simple phénomène naturel. L'avancée de la technologie de bouclier à plasma, en Chine comme vraisemblablement aux États-Unis et dans d'autres pays qui gardent leurs recherches secrètes, nous révèle un enjeu majeur. Nous entrons dans une période où l'espace se militarise, où la furtivité et la guerre électronique s'étendent au-delà de l'atmosphère terrestre, où la frontière entre usage civil et militaire des actifs spatiaux s'estompe. Dans ce cadre, un objet comme Atlas sert de cas d'étude. Comment se protéger contre ce qu'on ne saisit pas entièrement? Comment confirmer sa nature sans le provoquer, s'il peut l'être? Comment orchestrer des réponses internationales quand les nations rivalisent pour un avantage technologique? Ce ne sont pas des interrogations théoriques. Ce sont des défis opérationnels que les agences spatiales et les armées affrontent en ce moment, à huis clos, lors de briefings classifiés. Et pendant qu'ils débattent, Atlas poursuit sa trajectoire vers l'intérieur, plus près du périhélie, plus près de ce pourquoi il a été conçu. Mais voilà pour les secrets, les observations confidentielles et les données masquées. Ils finissent toujours par être impossibles à occulter, car la technologie évolue pour percer ce que les humains ne peuvent pas voir. Et c'est là que notre récit prend peut-être son virage le plus inattendu. Partie 15. L'astronomia qui ne dort jamais. Dans le désert d'Atacama au Chili,
À une altitude de 2600 mètres où l'air est raréfié et les cieux parmi les plus limpides de la planète, un nouveau type d'observatoire est entré en pleine activité en juillet 2025. Il n'a pas de nom conçu pour émouvoir, rien comme Hubble ou James Webb en grand format. On l'appelle le réseau autonome de détection de transitoires, ou ATA en abrégé, et il marque un tournant radical dans notre façon d'explorer l'univers. L'ATA réunit 40 petits télescopes, chacun doté d'une ouverture de 40 cm, disposés en grille sur plusieurs hectares. Pris isolément, aucun de ces instruments ne blufferait un astronome professionnel. Mais regroupés, reliés par des câbles à fibre optique à un cluster central géré par une IA, ils constituent une innovation sans précédent. Un observatoire qui fonctionne sans aucune intervention humaine, jour et nuit, chaque soir sans exception, en sélectionnant automatiquement les cibles, en enregistrant des images, en traitant les données en temps réel, et en signalant les irrégularités pour des observations complémentaires. Le système d'IA pilotant l'ATA a été formé sur des décennies de données astronomiques, apprenant à identifier étoiles, galaxies, supernovas, étoiles variables, astéroïdes, tout ce qui est habituel. Sa mission: repérer les événements transitoires anormaux qui échappent aux catégories connues. Une étoile qui s'illumine ou s'assombrit brusquement. Un objet suivant une trajectoire imprévue. Une signature spectrale qui ne correspond à aucune source répertoriée. Dès que l'ATA repère une anomalie, il ne patiente pas pour qu'un astronome humain examine les données des jours plus tard. Il réoriente instantanément plusieurs télescopes sur la cible, réalisant des mesures de suivi dans divers spectres, en construisant un ensemble de données temporelles en quelques minutes. Si l'anomalie perdure, l'ATA alerte d'autres observatoires, demandant des observations supplémentaires, en quoi le système ADDA élabore un rapport détaillé complet. Tout le processus, de la détection initiale jusqu'au suivi coordonné, s'exécute plus rapidement que n'importe quel dispositif piloté par des humains pourrait le faire. L'intelligence artificielle ne se fatigue jamais, ne se laisse pas distraire, n'a pas besoin d'attendre l'approbation d'un comité pour modifier les programmes d'observation. Durant ces 3 premiers mois de fonctionnement, l'ADDA a repéré 17 phénomènes transitoires qui avaient échappé aux autres relevés. La plupart s'avéraient être des événements connus, observés sous des angles inhabituels ou à des moments imprévus. Mais 3 d'entre eux demeuraient des objets ou des occurrences non classifiées que les modèles astronomiques actuels ne parvenaient pas à expliquer de manière satisfaisante. L'un concernait une flambée soudaine de luminosité dans une étoile déjà répertoriée. L'intensité avait grimpé d'un facteur 50 en seulement 6 heures, avant de redescendre à son niveau normal sur 2 jours. Aucun mécanisme de variabilité stellaire connu ne produit une courbe de lumière de ce type. Ce n'était pas une supernova. Aucune raie spectrale ne signalait une fusion d'éléments. Ce n'était pas non plus un binaire éclipsant. Le calendrier et la symétrie ne collaient pas. Elle s'était simplement illuminée, assombrie, puis revenue à la normale, et personne n'en connaît la raison. L'IA l'a marquée comme anormale, a stocké les informations, et poursuit sa surveillance de cette étoile, en guettant une récidive. Le deuxième événement non identifié impliquait un objet traversant la ceinture d'astéroïdes avec une trajectoire imprévisible, des variations de vitesse minimes impossibles attribuées aux interactions gravitationnelles avec des corps connus. L'IA l'a suivi pendant plusieurs nuits, a déterminé que sa route n'était pas keplérienne, c'est-à-dire qu'elle ne suivait pas une orbite simple dictée uniquement par la gravité solaire. Quelque chose la perturbait. Soit un astéroïde inconnu était passé tout près au moment précis, ce qui est astronomiquement improbable, soit l'objet effectuait des manœuvres. L'ADDA l'a signalé pour examen humain. Mais lorsque les astronomes ont analysé les données et demandé un suivi, l'objet s'était déplacé vers une zone du ciel masquée par le plan galactique de la Voie lactée, noyé dans le fouillis d'étoiles de fond. Il n'a pas été retrouvé. Le troisième qu'a fait encore l'objet d'une enquête. Une raie spectrale repérée dans une galaxie lointaine qui ne correspond à aucun élément ou molécule connue. Cela pourrait être un artefact instrumental, un dysfonctionnement du spectrographe. Pourtant, la raie est apparue de façon régulière sur plusieurs prises de vue obtenues par divers télescopes de l'ensemble, rendant l'hypothèse d'un artefact moins plausible. Si elle est authentique, il s'agirait soit d'une transition quantique inédite, soit d'une émission provenant d'une substance absente de notre tableau périodique actuel. Réfléchissons maintenant à ce que cela implique. C'est une intelligence mécanique qui scrute le ciel, élimine le banal, met en lumière l'exceptionnel et opère sans relâche, libre des biais, des présupposés ou des contraintes des astronomes humains. Et voilà l'aspect troublant. Et si des objets semblables à Atlas, et si des sondes issues d'intelligence non humaine, et si leurs signaux et leurs comportements étaient conçus pour être perçus par des machines plutôt que par des humains? Et si la stratégie de communication d'une civilisation avancée supposait que toute autre espèce technologique finirait par déployer des observateurs IA, et que ces systèmes IA déceleraient des motifs que les esprits organiques ignorent? Nous, les humains, cherchons ce que nous comprenons: étoiles, planètes, comètes, galaxies.
Notre reconnaissance de schéma est façonnée par l'évolution et la culture. Mais une IA formée uniquement sur des données, sans idée préconçue sur ce qui existe ou non, pourrait détecter des éléments auxquels nous sommes aveugles. La découverte par l'ADDA de cet astéroïde non képlérien est particulièrement pertinente pour Atlas. Imaginons qu'il existe d'autres objets du genre, plus petits, plus discrets, qui se déplacent avec subtilité. Les astronomes humains ne les prioriseraient pas, car ils attribueraient toute déviation de trajectoire à des dégazages, à l'effet Yarkovsky ou à des erreurs d'observation. En revanche, une IA entraînée pour signaler les mouvements non képlériens les repérerait sur le champ. L'ADDA pourrait déjà avoir identifié une flotte d'objets artificiels dans le système solaire, les classant comme anomalies, mais ces alertes sommeillent dans des bases de données en attendant l'examen humain. Et les humains sont lents, avec un goulet d'étranglement. L'IA génère des rapports, puis patiente pendant que nous débattons, créons des comités, demandons des financements, rédigeons des demandes. Pendant ce temps, les objets poursuivent leurs activités sans entrave face à notre réaction mollassonne. Il y a là une interrogation philosophique profondément dérangeante. Et si l'univers nous adressait des messages depuis des décennies, des siècles, en émettant des signaux, en lançant des sondes, en laissant des traces, mais que nous ne pouvions les capter parce que nous observions avec des yeux humains et des présupposés humains? Et maintenant, enfin, nous avons fabriqué des yeux artificiels, des systèmes IA, qui perçoivent autrement, qui identifient des motifs que nous manquons. Et ces systèmes commencent à remarquer ce qui était là depuis toujours. L'ADDA n'est que le prélude. D'autres observatoires pilotés par l'IA sont en construction ou en projet. Des algorithmes d'apprentissage automatique s'intègrent aux télescopes existants, aux installations spatiales, aux réseaux de radiotélescopes. D'ici une décennie, la plupart des observations astronomiques passeront par l'IA, les humains jouant un rôle de les superviseurs et les interprètes pourraient bien céder la place à des observateurs primaires. Et au fil de cette évolution, nous pourrions réaliser que l'univers est infiniment plus étrange, bien plus peuplé que tout ce que nous avions osé supposer. Non pas parce que le cosmos aurait muté, mais parce que nous aurions enfin acquis la capacité de l'observer avec justesse. Atlas s'inscrit de manière troublante dans ce récit. Ses particularités, l'activation brutale du cyanure d'hydrogène, la queue anti, la luminosité fluctuante, ces éléments sont précisément ceux qu'un observateur IA signalerait sans hésiter. Un astronome humain pourrait les balayer comme des caprices cométaires ordinaires, mais une IA entraînée à repérer les écarts par rapport au schéma naturel classerait Atlas parmi les anomalies majeures, appelant à une enquête approfondie. Et si l'IA avait été active lorsqu'Atlas se trouvait plus éloigné, inactif et pâle, l'aurait-elle repéré plus tôt? L'aurait-elle marqué comme suspecte avant l'activation, en se basant sur des déviations orbitales subtiles ou des signatures spectrales indétectables pour l'analyse humaine? Nous ne le saurons jamais, car ADDA n'est entré en service qu'après que Atlas ait déjà acquis sa notoriété. Mais les objets du genre Atlas à venir n'auront pas cette chance. L'IA veillera, s'adaptera, affinera ses algorithmes de détection en tirant les leçons de cet épisode. Cela marque la fin de l'époque où des sondes dissimulées ou des artefacts pouvaient traverser le système solaire sans être remarqués. Nous basculons dans une phase de transparence pilotée par les machines, où des observateurs artificiels scrutent tout, classifient tout, et ne laissent rien sans explication durable. Pourtant, cette transparence joue sur les deux tableaux. Si les observatoires IA repèrent des objets artificiels, qui gère ces renseignements? ADDA est financé par un regroupement d'universités et d'agences gouvernementales. Ces données sont en principe accessibles au public, mais des protocoles existent pour retenir les découvertes en attendant des validations par les pairs, des avis sur la sécurité nationale ou des concertations internationales. Si ADDA identifie quelque chose de vraiment préoccupant, comme une confirmation qu'Atlas est artificiel ou la révélation d'autres sondes, ces infos seront-elles diffusées sans délai au grand public, ou bien classifiées, canalisées vers les services de renseignement, et révélées seulement quand les autorités estimeront la population prête? L'IA ne tranche pas. Ce sont les humains qui décident. Et les humains, comme on l'a vu avec la panne de Psyché et les retards de données de S, ont pour habitude de verrouiller l'information quand ils craignent les réactions du public. Nous voilà donc en octobre 2025, observant Atlas se rapprocher du périhélie. Conscients que des systèmes IA balaient le ciel avec des aptitudes dépassant nos sens humains, conscients que gouvernements et agences spatiales retiennent des données non partagées, conscients que des startups de fusion nucléaire font faillite pendant que des trous noirs dérivent incognito dans la galaxie et que des cristaux temporels quantiques voient le jour en labo. Le cadre n'est plus seulement astronomique. Il est technologique, politique, existentiel. Atlas en est le pivot, l'élément qui noue tous ces fils en une histoire cohérente. Et cette histoire file vers un dénouement invisible pour l'instant, mais palpable comme une tempête lointaine qui approche. La question n'est plus de savoir si Atlas est artificiel. La question porte sur les conséquences quand on ne pourra plus le nier.
Que se passera-t-il quand les observateurs IA amasseront assez de preuves? Quand les irrégularités s'accumuleront au point que même le scientifique le plus dubitatif devra concéder que l'explication naturelle ne tient plus? Que se passera-t-il quand Atlas atteindra le périhélie fin novembre? Quand l'énergie solaire culminera, rendant inévitable ce pourquoi il est conçu? Avons-nous un plan? Les gouvernements disposent-ils de procédures pour ce cas? Ou improvisons-nous, en croisant les doigts pour le meilleur, en gérant une menace existentielle comme un simple tracas administratif soluble par des réunions de commission et des communiqués de presse? Je n'ai pas de réponse à ces interrogations. Personne n'en a. Nous voguons en terrain inconnu, guidés par l'intuition et des données partielles, scrutant un objet qui pourrait être la plus grande révélation de l'histoire humaine, ou simplement un drôle de comète arborant par hasard toutes les bizarreries attendues d'une sonde artificielle. Cette ambiguïté est un supplice, cette incertitude est calculée, et le mutisme des autorités, l'absence de clarté, la gestion minutieuse des flux d'infos indiquent qu'elles sont aussi désemparées et apeurées que nous. Mais elles s'accrochent à la comédie du contrôle, à l'illusion qu'elles saisissent la situation et la maîtrisent pleinement. Ce dont je suis certain, en revanche, c'est que l'univers se moque de nos mirages. Atlas existe bel et bien. Sa trajectoire est prévisible. Ses émissions sont quantifiables. Son comportement est visible. Et quoi qu'il soit, quoi qu'il fomente, nous le découvrirons sous peu. Le périhélie est à quelques semaines. Le nuage de cyanure d'hydrogène ne cesse de s'étendre. Les observatoires IA poursuivent leur veille. Et dans des salles de briefing classifiées ou des sessions de planification d'urgence, des individus ayant accès à des données qui nous échapperont toujours prennent des choix qui nous impacteront tous. Des choix sur la façon de réagir, sur l'opportunité d'alerter le public, sur la nécessité d'agir. Ou bien patienter en croisant les doigts. Nous avons levé le rideau sur Atlas. Nous avons mis au jour les irrégularités, tracé les liens, formulé les interrogations essentielles. Pourtant, l'univers n'offre pas de touche pour recommencer à zéro. Impossible d'effacer de sa mémoire ce qui s'est dévoilé. Impossible de feindre que la routine reprend ses droits après avoir perçu la trame sous-jacente. Alors, scrutez les cieux, au-delà d'un simple regard, avec l'idée que l'apparence pourrait masquer une réalité bien différente. Guettez les instants où les discours officiels virent de bord. Quand les incrédules se muent en adeptes du jour au lendemain, quand des informations censées être accessibles finissent sous scellés sans motif valable. Soyez attentifs aux indices d'une activité discrète en arrière-plan. Des mesures préparées pour des situations qu'il refuse d'évoquer ouvertement. Suivez Atlas dans son avancée, sa luminosité qui s'intensifie ou reste terne, son allure conforme aux attentes ou imprévisible, sa transformation en comète attendue ou en entité redoutée. N'oubliez pas que le cosmos est immense, millénaire, et regorge de mystères qui nous échappent. Atlas n'est peut-être que le prélude, le premier élément repéré grâce à nos avancées technologiques qui nous permettent enfin de repérer ces bizarreries. Combien d'autres sommeillent-ils au loin, en veille, aux aguets? Depuis quand rôdent-ils parmi nous? Et si tous se réveillaient d'un coup, qu'adviendrait-il? Ces interrogations me rongent au cœur de la nuit, les yeux rivés au plafond, à spéculer si l'aube suivante marquera un basculement total. Les faits sont patents, l'enchaînement des événements limpides, le péril tangible, et le mutisme des initiés crie plus fort que tout autre signal d'alarme.